Bonjour à tous, bienvenue dans What the Foot, c'est la 24e édition ici dans les studios de Charles King Radio à Charleroi. What the Foot, c'est l'émission qui débriefe l'actualité du football européen. Cette semaine a été marquée par l'officialisation d'Eden Hazard au Real Madrid. C'est pourquoi aujourd'hui on vous propose un sommaire autour du club madrilène. On va commencer par un bilan chiffré de la saison. Ensuite on va se pencher sur l'effectif de la saison prochaine avec cette fameuse liste d'arrivées en tête d'affiche Hazard. On parlera également de Jovic, Mendy, Militao, Rodrigo. On parlera aussi des écartés de Zinedine Zidane avec en tête de liste ici Gareth Bale, mais aussi Ceballos, Llorente, Keylor Navas, Reguilón. On parlera des incertitudes que vont devenir Rames, Kovacic du retour de leur prêt, mais aussi on parlera de la concurrence de Vinicius. On parlera aussi des rumeurs qui entourent Pogba et Eriksen. Ensuite, on vous proposera plusieurs 11 possibles pour la saison prochaine. Nos chroniqueurs seront là pour en débattre. Et ensuite, 2 questions pour animer le débat. Est-ce que le Real peut détrôner le Barça en Liga dès la saison prochaine? Et est-ce qu'ils peuvent regagner la Ligue des Champions? Je rappelle que vous pouvez retrouver tout ce sommaire précis en description de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour suivre avec nous l'actualité du football européen. N'hésitez pas non plus à rejoindre la page Facebook. Le lien est en description sous la vidéo. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, donc 3 chroniqueurs. Tout d'abord Manu, bonjour Manu. Bonjour à tous. Robin, bonjour Robin. Bonjour David, bonjour à tous. Et Antonio, bonjour Antonio. Bonjour David, bon dimanche. Alors on va commencer messieurs par un rapide bilan donc, de la saison du Real, d'abord par la Liga. Donc le Real cette année c'est 3e en Liga, 68 points. 21 victoires, 5 nuls, 12 défaites. Manu, ça faisait très longtemps qu'on ne voyait pas des chiffres aussi faibles dans le club madrilène. On peut parler d'une saison record de Real, mais en termes négatifs. Il n'avait pas terminé la Liga avec un nombre de points aussi faible depuis la saison 2001-2002, donc 17 ans. Le Real n'avait pas subi 12 défaites depuis 20 ans, et la saison 98-99. Mais on peut parler vraiment d'une saison record, c'est par rapport au Barça. Cette année-ci, il termine à 19 points du club catalan. C'est le record. Jamais le Real n'avait terminé aussi loin du Barça en Liga. Le record précédent, c'était l'année passée, avec 17 points. Ici, on a mentionné que les saisons récentes, mais il ne faut pas oublier que lors de la saison 84-85, ils avaient terminé également à 17 points du Barça. En 74, ils avaient terminé à 16 points du Barça lors de la première saison de Johan Cruyff et du titre du Barça en 74. Rappelons qu'en 2013, lors de la saison des 100 points, le Real avait terminé à 15 points du Barça. Et en 2005-2006, ils avaient terminé à 12 points. Donc on peut dire que c'est une saison très négative, une saison record en termes négatifs du Real, sans oublier son parcours en Ligue des Champions. Ça faisait... Donc ici, ils sont éliminés en 8e de finale. Ça faisait 9 ans que ça n'était plus arrivé. En 2010, ils jouaient contre un certain Lyon de Jean-Michel Aulas qui aimait pas mal éliminer le Real à cette période-là, entre 2005 et 2010. Il y a eu plusieurs fois Lyon-Real. Mais ce match-là, c'était avec un Lyon un peu plus faible que les autres années. Lyon de Claude Puel, qui est arrivé en demi-finale. 1-0 à Gerland, c'était encore Gerland à l'époque, but de Jean de Macoun dans la lucarne, et 1-1 au retour, but de Pjanic, le boss. Effectivement, mais surtout cette année-ci, le Real a subi ses 2 défaites les plus sévères à domicile dans l'histoire de la Ligue des Champions. N'oublions pas le 0-3 contre CSKA Moscou en phase de groupe, et puis ce fameux 4-1, 1-4 contre l'Ajax. Les 2 plus lourdes défaites. Un match qui va rester dans toutes les mémoires, évidemment. Donc, on peut parler vraiment d'une saison très négative, une saison record au niveau du Real. Même à domicile, en championnat, ils ont, je dirais, je ne sais pas combien de défaites, mais 5 ou 6 facilement. Quoi. Donc, sans oublier celle de Ligue des Champions, même si contre Moscou, ils étaient déjà qualifiés, mais enfin bon, 0-3 devant en Europe, ça fait toujours une grosse tâche. Et là, contre l'Ajax, c'était donc en plus avec un enjeu considérable. Donc là, il y a pas d'excuse. Surtout le Real, n'avait plus d'objectif du tout. Déjà à partir du mois de mars, ils étaient écartés en Liga suite à la défaite contre le Barça. Ils ont été éliminés en Coupe d'Espagne, je pense, c'était 3-4 jours après. Et puis en Ligue des Champions, c'est à la même période qu'ils sont éliminés par l'Ajax. Donc c'est un club qui d'habitude lutte pour un titre sur la fin de saison. Ici, dès le mois de mars, eh bien, il n'avait plus d'objectif. Voilà la raison pour laquelle on peut parler vraiment d'une saison très très négative. Très bien.
Alors, de Robin, du fait de cette saison catastrophique, on se rend compte que le Real va mettre le paquet cet été. Il y a 10 ans, il y avait déjà cette fameuse liste, 10 ans jour pour jour, un mercato d'été 2009 d'enfer avec CR7, Kaka, Benzema, les Espagnols, ensuite Xabi Alonso, Albiol, Negredo, Granero, Arbeloa. Dans cette liste, évidemment, Granero et Negredo passent inaperçus, mais on se rend compte que 10 ans après, ils mettent le paquet. 10 ans, effectivement, donc ce mercato d'été 2009 où le Real avait quand même mis le paquet sur CR7 qui était... 93 millions à l'époque. Voilà, c'est ça qui était déjà connu et reconnu comme un tout grand. Kaka, n'en parlons pas. Benzema, qui est un attaquant à en devenir. Xabi Alonso dans le milieu, avec quand même gagné une Ligue des Champions avec Liverpool. Et Raúl Albiol en défense centrale. Puis bon, voilà, Negredo, Granero, Arbeloa, c'était un peu moins clinquant, mais ils avaient quand même fait un recrutement avec 5 joueurs assez importants. Et je pense que cette année, c'est ce qu'ils vont devoir faire également. Ils vont devoir renouveler leur effectif et acheter des pointures. Bon, voilà, ils ont commencé cette semaine avec la signature d'Eden Hazard. Donc ça, déjà, je crois que ça va leur faire du bien parce que on parle de leur saison catastrophique, mais en fait, ils ont perdu l'été passé leur pièce maîtresse, c'est-à-dire Cristiano Ronaldo, et en fait, ils ne l'ont pas remplacé du tout. Ils ont acheté Vinicius derrière, mais il ne fallait pas espérer que Vinicius, à son âge, en tant qu'un jeune joueur, puisse remplacer, ou du moins essayer de limiter le départ de Cristiano Ronaldo. Ça, ils n'ont jamais su le faire, et je pense que ça explique également en partie leur saison un peu catastrophique. Très bien, donc... De toute façon, je voulais dire que le départ de Ronaldo, le remplacer par un homme, c'était impossible. C'était impossible, mais on pouvait limiter... plusieurs hommes, quoi. Voilà, ou alors on pouvait limiter la casse en achetant, par exemple, Eden Hazard, qui est quand même un joueur assez reconnu à cette place-là, et espérer qu'un Benzema prenne un peu plus d'ampleur, d'envergure. Ce qu'il a fait, d'ailleurs. Ce qu'il a fait, voilà. On verra les stats après, parce qu'on aura mis les buteurs de l'an passé et ceux de cette année, donc on verra la différence. On verra un peu la différence. Et donc Antonio, on commence donc par Eden Hazard, on vient de l'évoquer, ce transfert qui symbolise vraiment la reconstruction du Real. Mais disons que c'est la pièce maîtresse. Mais complètement, je dirais qu'actuellement dans le marché européen, même mondial, c'est peut-être vraiment le joueur le plus intéressant, le plus important qui était possible donc de recruter, quoi. Donc hormis donc Messi et forcément donc Cristiano, donc quelque part le numéro 3 actuellement, c'est peut-être Eden Hazard. Voir Antoine Griezmann aussi qui est faisable. Pas cette place-là, mais enfin bon, Griezmann, on sait bien que avant Hazard, il y a quand même des stars comme Neymar, Mbappé. Tu parles de joueurs qui je parle mais faisable. Oui, faisable. Bon, et en plus Neymar avec tous ses déboires actuellement, je me demande bien s'il n'est pas maintenant redevenu derrière Hazard, carrément dans le ranking des joueurs top européens. Voilà, donc même si on sait bien que au niveau talent, forcément, il est en dessous du top 2. Mais je dirais actuellement, Hazard, c'est le joueur confirmé qui était, je dirais, donc le plus capable d'apporter une très grosse plus-value à une équipe. Je dirais donc du jour au lendemain, sans adaptation, parce que voilà, oui, bien que forcément il change de championnat, mais enfin, il y a tellement de qualité que il n'y aura pas de souci. Il n'y aura aucun problème. Donc, avec Cristiano Ronaldo en 2009, lors de sa venue, il lui a quand même fallu plus d'1 an et demi pour s'adapter à la Liga espagnole. Il a été voir les stats de 2009. Il a été énormément décrié sur sa première année. Cristiano Ronaldo, c'était pas exceptionnel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait même décidé de changer de numéro de maillot, etc. pour entre guillemets se relancer, dire ok, je reprends le numéro 7, c'est un renouveau, etc. Mais sa première saison n'était pas exceptionnelle, elle n'était pas au rendement qu'on connaît maintenant. 29 matchs, 26 buts quand même. En Liga. Oui, mais bon, ça n'a rien à voir avec le rendement que Cristiano Ronaldo avait. Après, voilà. Et en Ligue des Champions cette année-là, il est mis en 8e, mais 6 matchs, 7 buts quand même. Oui, mais c'est tout le Real qui n'était pas encore au sommet européen. Donc Ronaldo arrive dans une équipe du Real qui, au niveau européen, est un peu en crise. Avec un premier entraîneur. C'était la première saison de Pellegrini.
Effectivement. Donc c'était un tout nouveau Donc, projet. Il a fallu quand même attendre 2014 pour voir plutôt 2011 pour voir le Real de nouveau atteindre la demi-finale. Donc c'est pas directement après l'arrivée de tous ces joueurs dont on a parlé que le Real est devenu performant en Ligue des Champions. C'est que le Real était depuis quelques saisons déjà limité au 8e de finale. Donc, ce qui n'est pas le cas de ce Real-ci quand même qui vient d'un palmarès très important, quoi, je dirais. Donc parce que le noyau il est déjà quand même, je dirais à 2/3, 3/4, ce sera le même noyau. Ce qui n'était pas le cas effectivement de 2009. Où, quelque part, le Real devait se renouveler quasiment complètement, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, Cristiano est arrivé à une transition, je dirais, donc plus importante que celle-ci. On sait bien qu'il y a transition ici, mais avec un noyau qui a déjà fait ses preuves, quoi. Ce qui n'était pas le cas encore du noyau quand Cristiano est arrivé. Effectivement, ça, c'est la grande différence. C'est que ce noyau-ci, en plus, avec Zidane, a déjà fait ses preuves, a déjà gagné beaucoup de titres, surtout en Ligue des Champions. À l'époque, en 2009, c'est une équipe qui était complètement en reconstruction et qui venait d'une période pratiquement sans titre, à part 2 Ligas en 2007 et en 2008. Mais maintenant, pour revenir à Hazard, on peut vraiment parler d'une plus-value parce que c'est le profil du joueur qui s'apparente le plus à Isco, on peut dire. Je pense qu'ils tiennent plus ou moins le même rôle, mais en beaucoup plus fort. Ah oui, bien sûr. En beaucoup plus puissant, en beaucoup plus percutant, plus talentueux aussi, et beaucoup plus buteur. Donc là, on peut vraiment parler d'une réelle plus-value. Et je pense que la première victime de l'avenue de Hazard, ça sera Isco. Oui, bon, qui était déjà même pas trop titulaire, déjà comme ça, sans... Mais Zidane comptait quand même beaucoup sur lui. Oui, beaucoup de 4-4-2 lors de la losange. dernière saison, en 2018, il est titre en Ligue des Champions. Il a souvent aligné un 4-4-2 en losange, et même déjà en 2017. Et il a souvent utilisé Isco. Isco a été titularisé lors des finales de 2017 et de 2018. Donc effectivement, là, Zidane a dans son néo un joueur qui est meilleur encore qu'Isco. Et donc c'est vraiment une plus-value. Pour revenir sur Isco, effectivement, Zidane aimait assez bien aligner Isco. Et d'ailleurs, c'était sous Zidane que Isco a connu ses meilleurs jours, où il avait quand même pris à un moment une envergure assez importante. Et, beaucoup de fois. Il a carrément pris la place de Bale. Beaucoup de fois en 4-4-2 losange, en Ligue des Champions, c'était Isco, c'était leur équipe type avec Bale sur le banc. Tout à fait, effectivement, il a déplacé Bale sur le banc. Effectivement, Bale, il était victime également de ses blessures, de son manque de continuité. Mais lors des 2 dernières finales, on a peut-être tendance à l'oublier, en 2017 et 2018, Bale était sur le banc au profit d'Isco. Mais Isco, qui au sommet de sa forme, était un très très bon joueur également, quoi. Donc, le problème, c'est qu'effectivement, il a tendance un petit peu à prendre un peu de poids ou moins à s'entraîner, ce qui fait que directement, sa performance s'en ressentent. Mais voilà, ici, comme tu dis, Manu, avec Eden Hazard, je dirais donc c'est Isco multiplié, quoi. Donc, et là. Et puis l'avantage qu'a Eden Hazard par rapport à Isco, parce qu'on fait la comparaison, c'est que je pense que Eden Hazard est plus polyvalent qu'Isco. Il peut jouer en 4-3-3, où on va revenir après tout à l'heure dans les compos sur le côté gauche. Il peut également jouer comme faux neuf, même si il ne sera sûrement pas utilisé dans ce rôle-là au Real. Soutien du neuf, ou surtout. Et Benzema sont là, mais il peut jouer également en soutien du numéro 9. Donc c'est un joueur qui est très très intéressant et qu'on peut utiliser à plusieurs places. C'est parce qu'il est tellement rapide sur les premiers pas, il a une accélération terrible, une technique hors du commun. Peut-être qu'Isco techniquement rivalise avec Hazard, mais il n'a pas sa puissance, sa vitesse. Il n'a pas la capacité l'arrière-train d'éliminer des joueurs également et de percuter comme Hazard le fait. C'est là qu'Hazard est... On l'a encore vu en finale de l'Europa League sur, je pense, le premier but. C'est une accélération phénoménale de 40 mètres d'Hazard. Il part de son camp, il arrive devant le rectangle adverse. Ce genre de choses, Isco ne sait pas le faire. Et c'est pour ce genre d'action que Hazard est recruté aussi. Très bien. On va passer donc à la deuxième recrue, Manu, Jovic. Donc Jovic qui est l'auteur d'une très très bonne saison avec Francfort, avec 27 buts, 17 buts en Bundesliga et surtout 10 buts en Europa League. C'est là qu'il se révèle avec Francfort qui atteint les demi-finales, éliminé au pénalty par Chelsea. Il termine deuxième meilleur buteur de leur compétition derrière Olivier Giroud, qui grâce à son but en finale devient le meilleur buteur de l'Europa League. Donc c'est un très bon joueur qui avait été recruté par le Benfica à Lisbonne pour 7 millions d'euros au Dynamo Zagreb. Il était directement prêté, après une première saison où il a très peu joué à Francfort, sous forme de 2 prêts. Et cette saison-ci, il éclate complètement, surtout grâce à son parcours européen. C'est un joueur super intéressant dans le sens où il peut à la fois jouer comme numéro 9, mais surtout comme en soutien du numéro 9, comme 9,5. C'est le rôle qu'il a fait plutôt à Francfort, dans un système plutôt en 3-5-2.
Donc ce système n'est pas à exclure au Real parce que Jovic s'intègre très facilement dans ce système-là. C'est un joueur qui est très puissant. Surtout, c'est un joueur qui marque facilement en première intention. Des deux pieds, du pied gauche et du pied droit, 10 buts du gauche et 10 buts du pied droit, 7 buts de la tête. Donc c'est un attaquant très complet, qui a une palette très étoffée. Moi, je pense que c'est un très bon transfert. Maintenant, il est très jeune, il a 21 ans. Il va jouer l'Euro des moins de 21 ans, donc il va arriver un peu plus tard que les autres. Je pense que ça, c'est plutôt un désavantage pour s'intégrer directement dans l'effectif et dans le 11 type de Real. Moi, je pense qu'il ne sera pas titulaire directement et qu'il faudra faire preuve de patience. Mais attention, c'est quand même un transfert à 60 millions plus 5 en variable. C'est 65 millions. Donc, laisser sur le banc un nouveau joueur qui a coûté 65 millions, même si sur le marché actuel, ça commence à paraître un peu dérisoire. Donc, ça paraît étonnant. Mais moi, je pense qu'il va jouer, je pense. Son matchs. Importance peut être cruciale quand on voit les buteurs cette année, Manu. Benzema 30 buts, Bale 14, Ramos 11. Ramos est le 3e buteur de l'équipe. Et Asensio 6. Par rapport à l'an passé, Ronaldo 44, Bale 21, Asensio 11, Benzema 11. On voit clairement que le gouffre laissé par Ronaldo n'a pas été comblé. C'est surtout Benzema qui reprend le relais. Donc Jovic pourra peut-être apporter une pierre à l'édifice. Tout à fait. Et je pense que c'est là que son recrutement est tout à fait pertinent et judicieux parce que depuis le départ Ronaldo, il y a une forme de vide. Heureusement que Benzema a repris un petit peu les choses en main, mais c'est quand même pas sa qualité première. C'est pas un pur buteur. Benzema, c'est un attaquant très complet qui sait marquer mais qui sait également faire jouer. Donc avec Jovic, je pense que les choses pourraient s'équilibrer un peu plus, d'autant que, on va en parler tout à l'heure, Bale a été écarté a priori par Zidane. Justement, Jovic, ici donc on parle de sa recrue, tout ça, avec Benzema, Jovic et Hazard, ils sont capables, en tout cas en nombre de buts, d'atteindre le Ronaldo tout seul, quoi. Donc, parce que Hazard est capable de mettre au moins 10 goals par saison sans problème. Jovic, dans un rôle peut-être effectivement de, je dirais donc titulaire ou alternance, titulaire, banc, tout ça, il est capable de mettre, à mon avis, entre 10 et 15 buts par saison sans problème. Hazard, c'est 16 buts avec Chelsea cette année. Hazard, on peut même dire entre 15 et 20 buts. Oui, bon, le là, très bon Hazard. Ça dépend où il va jouer jouer aussi. Donc, et Benzema, mais là, il sera au Real. Hein. Et Benzema est capable de mettre une vingtaine de buts facilement par saison. Donc, avec ça, ils peuvent compenser peut-être, donc, à la les stats de manière, Ronaldo. un petit peu à la manière de ce que Liverpool a fait l'année passée. Oui, où mais voilà. Les trois attaquants se partageaient. Mais parfois, il n'a pas besoin d'un seul attaquant. attaquant. Donc, Et on a vu ce que ça a donné en termes de résultats. Donc je pense que c'est très bon de pouvoir partager les buts sur plusieurs joueurs et ne pas dépendre uniquement d'un seul joueur. Et puis aussi, ce qui est important, c'est Ronaldo avait cette capacité de mettre des buts qui permettent de solutionner un moment délicat où il n'arrivait pas à marquer, c'était 0-0, etc. Et Ronaldo est capable de sortir de nulle part et de venir mettre un but. Et ça, en fait, je crois que c'est la clé. Il faut vraiment qu'il retrouve cette capacité de débloquer une situation qui est très problématique, même si on n'a pas la possession de balle, même si on n'a pas les occasions, etc., etc. Sur une ou deux occasions, boum, débloquer la situation. Et ça, Ronaldo était capable de le faire. Et ça, je crois que c'est ce qui manque au Real. Et ça a manqué cette saison où... Mais c'est évident que Cristiano est un joueur décisif. Hazard est également un joueur décisif. Il peut reprendre ce rôle-là, pas en termes de buts marqués, mais en termes de buts importants, effectivement, et d'apport décisif sur une action. Créateur d'occasion aussi. Effectivement, oui. Donc moi, je crois que sincèrement, Hazard est le plus gros transfert du Real des 10 dernières années en termes de qualité et d'apport qualitatif. Et de talent, évidemment. Depuis Ronaldo, c'est indiscutablement. C'est indiscutable. Après avoir le rendement qu'il va avoir, etc. Mais en tout cas, si on fait le bilan des saisons passées de Hazard, effectivement, Hazard est le plus gros transfert depuis Ronaldo. On attendait beaucoup de Bale, il n'a pas forcément répondu toujours présent, même s'il a quand même fait des très grosses prestations. On se rappelle en Ligue des Champions, en Coupe du Roi, etc. Mais Bale était quand même. Voilà, mais là, il a un peu. Ces blessures à répétition font que. Mais théoriquement, Bale devait être également un joueur devant, peut-être pas dépasser Ronaldo, mais arriver presque à sa hauteur. Je dis bien presque, pas à sa hauteur, mais presque à sa hauteur. Et ça, il était un peu considéré comme le deuxième Ronaldo au monde, dans son style de jeu, sa puissance. À l'époque, est le transfert le plus cher de l'histoire du football, avec 101 millions. Donc en 2013, lorsqu'il arrive en 2013.
Donc, il s'agissait d'un grand transfert. Et je pense que lorsqu'on voit les stats de Bale, on va revenir peut-être tout à l'heure quand on parlera de Bale, il y a quand même des stats très importantes au Real. Moi, je dis en termes de talent pur, moi, je pense que Hazard est la plus grosse, la meilleure recrue du Real des dernières années. Maintenant, on parlait de Jovic. On était sur Jovic. Oui. Il y a aussi, je pense que Jovic peut aussi donc faire un peu le rôle de Morata il y a 2 ou 3 saisons. C'est-à-dire que donc Morata était un joueur qui jouait que certains matchs de championnat. Il a quand même terminé l'année-là avec une 20aine de buts, ou 19 ou 20 buts, je pense, quoi. Et Jovic, peut-être même s'il n'est pas titulaire, je dirais donc les gros matchs, peut très bien être titulaire dans certains matchs de championnat. C'est ce que Zidane espère, ça, retrouver une équipe aussi forte que 2017, et une équipe B surtout compétitive qui lui permet en semaine en championnat de gagner assez facilement. Donc, et Jovic, dans ce cadre-là, peut forcément donc avoir ce rôle crucial que Morata avait eu cette année-là. Cette équipe d'il y a 2 ans, elle a un peu éclaté au niveau des égos. L'équipe B s'est un peu révoltée, c'est pour ça que le Real a perdu tous ces joueurs-là. Un joueur comme Morata ou Rames Rodriguez, on va en parler après. On peut dire que ces gens-là, quand même, ils ont fait une saison, je dirais, donc le 3/4 sur le banc, ils sont rentrés, à chaque fois ils étaient performants. On en parle dans quelques minutes. On peut comprendre évidemment qu'ils ont partir. Et l'avantage, oui, c'est que c'est un jeune joueur. Justement, lui, il va pas se révolter, même s'il n'est pas titulaire. Il n'osera pas. C'est quand même un projet plutôt à long terme. Et donc, je pense qu'on peut à la fois, il sera patient, donc on peut à la fois l'utiliser comme titulaire, et Zidane pourra également l'utiliser depuis le banc. Maintenant, ça reste quand même encore une petite inconnue, Jovic, il faut l'avouer. C'est sûr. Effectivement, une grosse saison. Maintenant, là, il y a des exemples aussi comme ça de joueurs qui font des grosses saisons et finalement après disparaissent. Donc voilà, ça reste quand même un point d'interrogation. Après, il y a quand même certaines qualités qui font que. Mais il faut savoir s'imposer au Real. Bon, Francfort, c'est pas le Real, quoi. Donc, non, mais c'est vrai que quand on voit la qualité de ses buts cette année-ci, on voit bien quand même qu'il y a des qualités. Il a quelque chose. Mais après, voilà, il faut être capable de percer au Real et ça, c'est pas la même chose. Allez, on passe aux prochaines recrues. Manu, les 2 prochaines, le secteur défensif. Donc, il s'agit de Ferland Mendy, qui attend sa 2e visite médicale, et Militao. Oui, donc c'est pas encore officiel. La cour avec Lyon est totale pour 50 millions. Le seul doute vient de cette hanche qui a causé de problèmes pour Mendy. Donc, le Real souhaite faire un examen médical plus approfondi pour être sûr que tout est OK. Mais bon, je pense que c'est pratiquement fait. Donc, il vient un peu concurrencer Marcelo, qui en avait vraiment besoin. Marcelo qui s'était endormi cette année. C'est pour ça qu'il a besoin reposé sur ses lauriers, il faut reconnaître. Un électrochoc envoyé par Zidane. Il avait pris du poids, c'est pour ça que Reguilón avait pris le dessus sur lui. Mais on sait bien que Zidane ne compte pas sur Reguilón, parce que je pense moi aussi qu'il n'a pas le talent pour jouer comme titulaire au Real. Mendy est un joueur assez similaire à Marcelo, dans le sens c'est un joueur qui se projette beaucoup vers l'avant. C'est un arrière latéral très offensif qui a éclaté lors de sa 2e saison au Havre, où il avait marqué 2 buts et 5 passes décisives. Il est arrivé à Lyon il y a 2 ans et il s'est pratiquement imposé directement comme le titulaire indiscutable. Donc je pense que c'est une bonne recrue. C'est un joueur très audacieux qui se caractérise par une très très bonne technique. Voilà, donc, il est international aussi. Il est international. Hier, il est rentré justement en 2e mi-temps à la place de Lucas Digne. Et puis, c'est intéressant parce qu'avec Lyon, il jouait en 4-4-2 comme arrière latéral. Mais lors des grands matchs, Lyon a joué parfois avec 3 défenseurs centraux. Et Mendy a été aligné comme piston gauche, notamment lors du match retour au Barça, lors du match contre City à Lyon, lors du match contre le LOSC également. Et donc, c'est un joueur qui peut également être utilisé dans une configuration à 3 défenseurs. Donc voilà, moi je pense que Marcelo avait besoin d'une réelle concurrence, un joueur avec son profil, donc un joueur très offensif. Et donc, moi, à mon avis, c'est quand même une bonne recrue. On revient un petit peu au même problème avec que Jovic. Je pense qu'effectivement, que Zidane compte quand même sur Marcelo en tant que titulaire. Parce que Marcelo, finalement, il n'a que 30 ans, je pense, 30-31 ans, pas plus. Il n'est pas pris à la Copa América en plus. Voilà, donc il va peut-être être frais pour le retour. Et si Marcelo retrouve quand même son niveau d'il y a 2 ou 3 ans, bon, ça reste quand même le meilleur arrière-gauche du monde. Et cette année-ci, il s'est endormi, effectivement. Peut-être que ce retour et ce transfert de Mendy, qui est un danger pour lui, va le booster. Et un petit peu comme Jovic, les jours un peu moins, je dirais donc importants, ou les matchs un peu plus faciles, Mendy peut très bien titulaire, sans aucun problème. Donc c'est un petit peu encore, à mon avis, de ce point de vue-là. Bien que
Menu, comme tu dis, c'est 50 millions pour Mendy et 60 pour Jovic. Donc, c'est quand même de l'argent. Enfin, au Real, l'argent, je pense. C'est pas pour l'équiper parce que je pense que Zidane veut jouer la Ligue des Champions et le titre de champion d'Espagne. Et donc, comme en 2017, il va avoir deux équipes assez performantes. Et pour cette raison, Mendy, je pense, est tout à fait approprié. Mais la stratégie du Real en termes de recrutement, là, est quand même assez claire, en fait, où ils ont vraiment recruté Hazard pour avoir du punch directement, et puis ils ont recruté derrière des joueurs avec un potentiel, des diamants bruts à polir. Ouais, Jovic 21 ans, Mendy 24. Voilà, ça c'est des diamants bruts qu'il va falloir polir petit à petit, et ils vont être peut-être à leur plein potentiel en fait dans 2-3 ans, en fait, quand Marcelo sera en fin de cycle totalement à 34 ans et quand Benzema sera en fin de cycle totalement. Donc je crois que c'est assez finement joué de la part du Real, mais la question c'est en fait, bon, je crois qu'on y reviendra après, mais est-ce que le Real va être capable l'année prochaine d'apporter de gagner un titre? Ça sera à voir. Je crois que l'année prochaine peut-être pas, mais dans les prochaines années, dans les années à venir, je pense que le Real reviendra avec une équipe très très compétitive. Allez, Manu, la deuxième recrue défensive, c'est Militao, jeune défenseur de Porto, 21 ans. Son prix était très... 50 millions. Ouais. Ça commence à dépenser pas mal au Real. mais maintenant, c'est un objet de mettre ce genre de prix pour des joueurs avec un gros potentiel, des jeunes joueurs. Avec en dessous de 50 millions, je crois qu'on a pris des seconds couteaux. Quoi. Donc c'est un joueur qui vient de São Paulo, au Brésil. Il était transféré à Porto. Très bonne saison avec Porto, 5 buts quand même, 3 buts en championnat et 2 buts en Ligue des Champions, notamment lors du quart de finale contre Liverpool. Et donc c'est un joueur intéressant parce qu'il est polyvalent, il peut jouer à la fois comme défenseur central, il est principalement utilisé par Conceição comme défenseur central, mais également comme arrière droit. Et donc il est intéressant dans le sens où on peut l'aligner dans une défense à 4, mais également dans une défense à 3. Donc voilà, c'est un joueur prometteur, assez grand, très fort de la tête, bon défenseur, et il est sélectionné avec l'équipe du Brésil pour la Copa América, avec Thiago Silva, Marquinhos et Miranda, donc comme arrière centraux. Tant qu'on parle de Brésiliens, la dernière recrue, non, ce n'est pas Vinicius, c'est Rodrigo avec Y, donc un jeune Brésilien là, avec beaucoup d'inconnus certainement. Lui, il avait déjà été recruté l'année passée, donc c'est en juin 2018 qu'il était recruté. Mais il était resté... Il était resté pour 45 millions, à l'air de rien. Ouais, donc, oui, c'est quand même ça dépense beaucoup. C'est un jour... ça dépend, ça tourne maintenant, dans 4 ans, il en vaut 200, donc ça sera un bon investissement, mais bon, c'est quand même toujours un investissement, évidemment. Moi, je le vois mal être titulaire, je vois plus jouer dans l'équipe B du Real, je vois mal titulaire parce que d'abord il est jeune, et puis il y a déjà quand même Vinicius, à moins qu'il prenne la place de Vinicius devant. Il y a d'autres joueurs qui pourraient jouer sur le côté, mais c'est également un attaquant assez polyvalent qui peut jouer un peu à tous les postes de l'attaque. Mais je ne pense pas que Rodrigo sera un premier choix de Zidane cette année-ci. Mais justement, tu dis qu'il va être recruté pour la Castilla, donc Real B certainement. Il fait partie du Real, mais c'est une question que je me pose. Mais c'est marrant parce que, c'est que Vinicius cette année-ci, c'est ce qu'il a fait. Il a commencé avec le Real B pendant une dizaine de matchs, donc en deuxième division B en Espagne, donc la troisième division, donc troisième échelon. Et puis donc il est passé à l'équipe première. Mais c'est grâce à Solari qu'il a intégré comme titulaire en équipe première. Solari était entraîné donc. Parce que Lopetegui ne le faisait pratiquement pas jouer. Bien sûr. Mais enfin, avec le succès quand même qu'on connaît, assez important quand même qu'on a connu quoi. Donc Rodrigo c'est peut-être effectivement donc plus ou moins le même schéma et le même objectif pour le Real. Même si Vinicius a forcément encore tout à prouver quoi. Donc, mais est-ce qu'il risque pas de faire double emploi Vinicius et Rodrigo? Moi je pense que c'est un peu beaucoup. Zidane, pour gagner des titres, une équipe de Real a besoin de jeunes joueurs, ils en ont déjà. Bon, Jovic c'est un jeune joueur, mais ils ont quand même besoin d'expérience. Et je ne vois pas ces deux joueurs jouer les matchs principaux avec Zidane. Très bien. Allez, on passe maintenant aux écartés de Zidane, là où il a déclaré qu'il ne comptait pas sur ses joueurs publiquement. Le premier, en tête de liste, c'est Gareth Bale. Robin, Gareth Bale, pourtant, qui veut rester, mais il est prêt à ne pas jouer, apparemment. Mais c'est ça qui va poser, à mon avis, un gros problème au Real. Ouais. C'est que il comptait peut-être sur le départ de Gareth Bale et surtout sur les millions qu'allait rentrer grâce à son départ. Exactement. Et surtout également un gros salaire qui laisse de la place pour un recrutement. C'est le plus gros salaire de Real avec 15 millions net. Voilà, donc ils espéraient pouvoir
Voilà, Zidane ne compte pas dessus. Ils espéraient pouvoir le vendre, récupérer, à mon avis, facilement 60, 70, 80 millions, plus les 15 millions de salaire, pour pouvoir acheter, par exemple, dans le milieu de terrain, je ne sais pas, Christian Eriksen, Paul Pogba, etc. Mais tout compte fait, Bale a dit non, moi je veux rester, même si je touche 15 millions par an à jouer au golf, quoi. Donc, c'est sa grande passion en plus. donc je crois que ça va être... pour jouer au golf quand même. On l'appelle le golfeur. donc c'est sur de la pelouse, quoi, mais il faut le polir les mêmes pelouses, quoi. Mais la pelouse du Real est aussi belle que la pelouse de golf. Mais sérieusement, je crois que ça va être un problème, et en fait, je crois il va falloir que Zidane le parlemente avec absolument pour le faire partir, quitte à l'échanger, en fait, à l'utiliser comme monnaie d'échange, soit pour recruter Christian Eriksen de Tottenham, pourquoi pas un retour de Gareth Bale à Tottenham, même si son salaire est quand même problématique pour ce genre de club. Je pense pas que... Mais l'agent de Bale a dit que il n'accepterait qu'un salaire même plus élevé, autour de 19 millions. Donc, voilà ça. Donc en fait, qui peut se permettre Manchester. Voilà. En Angleterre, je vois Manchester United, c'est tout. Vu que Chelsea ne peut pas recruter, City, je le vois pas recruter Bale. Arsenal, hors de question, ils n'ont pas les moyens. Liverpool, donc c'est tout. ils sont déjà complets. Et Liverpool sont déjà complets. Mis à part peut-être s'ils perdent Salah ou quoi, pourquoi pas, mais ça m'étonnerait. Donc en fait, je ne vois que Manchester United. Le PSG peut-être serait capable. Mais bon, voilà. Il n'y a pas d'immense quand on solution. sait quand même que Neymar est peut-être blessé pour 8 mois, on parle des ligaments de la cheville touchés. Ils ont dit que finalement c'était moins grave que prévu. Donc pourquoi pas le PSG. Et après, attention, le mercato en Angleterre, comme moi je pense surtout à un club dont on ne parle pas et qui, pour moi, pourrait être intéressé par le profil de Gareth Bale, c'est le Bayern Munich. Le Bayern Munich, cette année... 19 millions net, c'est pas possible. Le joueur le mieux payé au Bayern, c'est Lewandowski, il est entre 10 et 11 millions net. On s'était posé la question par rapport à Griezmann, on s'est dit vraiment, il y a un trop gros écart salarial. Ce que Bale ou l'agent de Bale veut, je veux dire, c'est de l'utopie, ça, quand même, franchement. Donc, tu peux pas revendiquer 19 millions après la saison qu'il a faite, quoi. Donc, c'est complètement impossible. C'est surréaliste. Donc, je pense que s'il a déjà ce qu'il a au Real, c'est déjà très, très, très bien. Et encore, il faut un peu être conscient qu'à un moment, il faut un petit peu revoir ses ambitions à la baisse, quoi. Et puis, moi, je me questionne quand même grandement sur l'esprit de compétiteur de Gareth Bale, quoi. Quand le mec explique qu'il veut bien rester jusqu'à la fin de son contrat, jouer au golf, c'est quand même assez hallucinant, quoi. Enfin, moi perso, je serais président ou je gérerais le recrutement d'un club. J'entends un joueur parler comme ça, je me questionne un peu sur sa réelle motivation à jouer au football. Ce qui explique que peut-être on n'entend aucun club s'intéresser à lui vraiment. Dans les rumeurs, on n'entend pas de rumeurs autour de Gareth Bale. Pourtant, c'est un joueur qui a un sacré potentiel. Mais surtout, ses stats sont intéressantes. L'an passé, quand même, 42 matchs, 14 buts, 6 passes décisives, 2620 minutes. Il a 14 buts quand même en ne jouant quasiment pas, quoi. Mais c'est comme sa saison. En jouant des parties mi-temps. C'est sa saison la moins bonne, quand même. Mais c'est 42 matchs, mais en jouant des un quart d'heure, etc. Par match. Mais par rapport aux 3 premières saisons au Real, première saison, je pense que c'était à 23 buts, 19 passes décisives. La deuxième, je crois que c'est 21 buts, 22 buts, 14 passes décisives. La troisième, 24 buts, surtout en 2016, sa meilleure saison. Également 22 passes décisives. Et surtout sa dernière saison à Tottenham, où il avait été élu meilleur joueur de Première Ligue, etc. Il avait marqué 21 buts, mais c'est là en fait qu'il avait explosé. Au niveau de ses stats de buteur, il avait marqué 21 buts en Première Ligue, et c'est suite à cette saison-là qu'il est au Real. Mais surtout, le problème, ce sont ses blessures. C'est un joueur qui est très très fragile, sur lequel on ne peut pas compter sur toute une saison. Et donc je pense que ça joue énormément, à la fois dans la prudence des recruteurs, mais également dans le choix de Zidane de l'écarter, parce que c'est un joueur sur lequel tu ne peux pas bâtir quelque part toute une saison. Et puis, comme tu dis, effectivement, sa mentalité, son manque de motivation, ne fait que pour s'intégrer à la vie espagnole. À moins que, de toute façon, on n'est pas dans sa tête, mais à moins qu'il se dise lui-même, parce que c'est vrai que potentiellement, il a le niveau pour être titulaire au Real, quoi. À moins qu'il se dise que, voilà, si je fais une préparation donc top donc depuis le début, et qu'il se dit que est-ce qu'il peut regagner la confiance de Zinedine Zidane, parce qu'il y a une place un petit peu à prendre, je trouve, là. Mais tout va dépendre un petit peu de ce que Jovic va faire, comment il va s'intégrer. Pour moi, à droite, dans un système, dans un 4-3-3, pour moi, il y a une place à prendre à droite. Est-ce que Bale ne se dit pas que
parce que voilà, lui, il est peut-être confiant en ses moyens, même si forcément, nous de l'extérieur, ça paraît un petit peu, je dirais donc étonnant ce qu'il puisse penser, mais est-ce que lui ne se dit pas, tiens, moi, je veux prouver à Zidane que, quoi, donc... Mais la décision de Zidane est quand même assez étonnante. Ah oui, c'est un joueur qu'il connaît très bien, avec lequel il a beaucoup gagné. Et sur qui il a compté aussi. Hein. Mais sur qui il a compté la première année, parce qu'en 2017, surtout à partir du quart de finale, retour contre le Bayern, c'est là que Bale prend plutôt place sur le banc je suis d'accord. comme réserviste. Mais rappelle-toi en 2016. Oui, mais on est en 2016. Ça fait 3 ans. Petit à petit, il a perdu de l'importance aux yeux de Zidane. Et là, Zidane prend une décision qui est presque radicale. Il ne compte pas sur Bale, il l'a dit franchement. Donc, mais je pense que c'est lié à ses blessures. Oui, je pense. C'est lié, comme tu dis, Robin, à sa mentalité, à son manque de motivation. Et je pense que tout ça fait qu'on ne compte pas sur Bale. Maintenant, c'est vrai que il y a beaucoup d'inconnus. Vinicius, c'est un inconnu. Rodrigo, c'est un inconnu. Jovic, ça reste quand même une inconnue également. Et donc, voilà, on ne sait pas en cours de saison ce qui peut se passer. Si les joueurs, les nouvelles recrues ne répondent pas à l'appel et qu'il a besoin de joueurs expérimentés qui sont capables d'être performants au plus haut niveau, il pourrait le prendre. Maintenant, le problème, c'est que je pense que le Bale est performant dans un 4-3-3. Et je n'ai pas l'impression que ce soit le dispositif, système de jeu, le préféré de Zidane. Aussi. Qui aime surtout le 4-4-2. Parce que petit à petit, au fur et à mesure, il est arrivé à un 4-4-2. Il avait commencé par le 4-3-3 en 2016. C'est avec ce système-là qu'il jouait. Et petit à petit, il est passé à un 4-4-2, soit en losange, avec un milieu de terrain en losange, soit un milieu de terrain à plat. Donc je me demande si ce n'est pas une des raisons pour lesquelles il écarte également Bale, parce qu'il préfère le 4-4-2, 4-3-3. Très bien. Ou alors il change de continent. Ça serait peut-être la solution en Chine. Vu son comportement, il veut de l'argent, il veut pas jouer. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de terrain de golf en Chine. C'est vrai. Oh là, je vois plutôt aux États-Unis quand même. Ça pourrait mais aux États-Unis, ils donnent pas ce genre de salaire. Hein. Non. Si tu veux passer les 20 millions, c'est en Chine. Bon, allez. Les Espagnols, Manu, écartés. Donc, on parle ici de Ceballos, Llorente et Reguilón. Reguilón, qui est une des révélations de la saison, il a joué donc 22 matchs. Je pense qu'on a les stats de Reguilón. Oui, donc il a joué 22 matchs quand même et 3 passes décisives. Mais 22 matchs, c'est la moitié du championnat quasiment. Il a pris la place de Marcelo, on peut le dire, cette année-ci. Donc, sauf depuis le retour de Zidane, où Zidane a de nouveau remis en scène. Il avait fait quelques prestations Marcelo. Intéressantes. Oui, je trouve qu'il a été bon. Notamment lors du match au Wanda contre Atlético, la victoire 1-3, il avait été excellent. Donc oui, il a apporté quelque chose, surtout au niveau de la combativité. C'est quelqu'un qui se bat, qui a la diane du Real. Mais je pense que c'est un joueur qui manque de talent et c'est pas un joueur qui va permettre à l'équipe du Real d'atteindre les grands objectifs comme ceux de gagner la Liga ou la Ligue des Champions. Et ça, je pense que Zidane en est parfaitement conscient. Raison pour laquelle, pour un joueur de ce calibre-là, un prêt dans un autre club serait préférable. Mais ce joueur est un petit peu... je pense qu'il n'est pas trop conscient un petit peu de ses limites, ce joueur. C'est un petit peu l'impression qu'il me donne, quoi. Je veux dire, il est ambitieux, il a le droit d'être ambitieux. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai. Mais je pense qu'il a déclaré qu'il voudrait, si jamais il veut être prêté, s'il est prêté, c'est absolument dans un club qui joue la Ligue des Champions. Mais il dit ça, je pense, c'est par rapport à Carvajal. Carvajal, lorsqu'il est parti, il était prêté à Leverkusen, qui cette année-là, je pense, joue la Ligue des Champions, si je me souviens bien. Mais là, il faudrait peut-être vérifier. Et c'est suite à l'expérience de Carvajal qu'il est revenu un an après au Real comme titulaire. Je pense qu'il veut reproduire un petit peu la même chose que ce que Carvajal avait fait. Peut-être, effectivement. Alors il y a aussi 2 autres joueurs dont on parle un peu moins, c'est les milieux de terrain, Llorente et Ceballos. Mais Ceballos est un joueur qui avait... 34 matchs quand même joué cette année. Effectivement, 34 matchs. Il a plus joué que l'année passée sous Zidane. Et donc, oui, il avait été souvent titulaire avec Lopetegui, également avec Solari. Moi, je pense qu'il n'est pas taillé pour jouer au Real, en tout cas pas comme titulaire, au milieu de terrain. Et c'est un joueur un petit peu anarchique. On ne sait pas trop où il joue. Il est très talentueux. N'oublions pas qu'il avait été élu meilleur joueur de l'Euro des moins de 21 ans, je pense, il y a 2 ans. Ouais. L'Espagne avait atteint la finale, avait été battu en finale, mais donc il avait été une des grandes révélations de ce milieu de terrain. Mais c'est un joueur un peu anarchique. Donc, on ne sait pas trop quelle est sa place. Il n'a pas le talent d'un Modric, par exemple. Il n'a pas la discipline défensive d'un Kroos. Il n'a pas la frappe de loin du joueur allemand.
il n'a pas la discipline d'un Casemiro, donc c'est un joueur, on ne sait pas trop où le placer. Raison pour laquelle moi je trouve normal que Zidane l'écarte. Moi je pense que c'est pas un joueur qui a le niveau pour jouer dans un Real très ambitieux. Il y a Llorente aussi, lui il avait un peu moins joué, 16 matchs, c'est déjà un peu moins. Et surtout c'est un joueur qui s'est révélé surtout lorsqu'il a été prêté à Alaves. Il a fait une très très grosse saison à Alaves il y a 2 ans. Il est revenu au Real, il ne s'est jamais vraiment imposé. C'est Casemiro à sa place aussi. Oui, effectivement. Donc quand on a Casemiro devant soi, c'est vraiment assez compliqué. Mais je crois que c'est le même que Ceballos, ce sont des très bons joueurs de Liga, mais pour moi pour des équipes du subtop. Ouais, alors, c'est des joueurs qui pourraient jouer des équipes comme Séville ou Valence, des choses comme ça. Ce sont des très bonnes recrues. D'ailleurs, Ceballos, rappelons, Ceballos au Betis, il était titulaire indiscutable, forcément, parce que c'était quand même le Betis, et il a fait une très grosse saison également. Quoi. Donc c'est comme ça qu'il avait été d'ailleurs. Et puis il avait été recruté pour Real, 18 millions. C'est pas beaucoup lorsqu'on voit les chiffres actuels. Donc effectivement, mais lorsqu'on voit le milieu de Real avec Kroos, avec Modric, on parle d'Eriksen, de Pogba, c'est quand même des joueurs d'une autre trempe. Et je pense que Ceballos là fait un peu tâche. Allez, le dernier écarté qui fait débat, c'est Keylor Navas. Keylor Navas qui incarnait quand même le Real de Zidane et 3 Ligues des Champions, Robin. Donc un gardien top, mais qui est écarté au détriment de Courtois. Au profit de Courtois. Je pense qu'il fallait faire un choix entre les deux. Garder les deux, c'était du gâchis et ça, je crois que ça allait créer plus de problèmes que de solutions. Et donc, en fait, je crois que c'est la meilleure solution qui a été privilégiée pour 2 gardiens qui, sur papier, se valent plus ou moins. Mis à part qu'en fait, Thibaut Courtois est nettement plus jeune que Keylor Navas. Donc, en fait, je crois qu'avec Thibaut Courtois, c'est 26, 27 ans. C'est ça. 26 ans, tu peux être parti pour 10 ans avec Thibaut Courtois. Tandis que Keylor Navas, tu ne pouvais plus parier 10 ans sur lui. Donc je crois que c'est une des raisons qui explique réellement... 27 ans, 32 ans, donc il y a 50 différences. Voilà, c'est ça. Donc je crois que c'est ce qui explique. Et puis, Thibaut Courtois a un potentiel, je pense, un peu supérieur à Keylor Navas. Ou Keylor Navas, au top de sa forme, vaut un Thibaut Courtois qui n'est pas encore au top de sa forme. Thibaut Courtois au top de sa forme, on pense par exemple à la Coupe du Monde avec la Belgique. Voilà, il n'y a rien à dire et Keylor Navas ne fait pas le poids. Le problème, c'est qu'en championnat, Courtois n'a pas prouvé qu'il était plus fort que Navas. En tout cas, sur l'ensemble de la saison, en championnat, il ne l'a pas prouvé. Et Navas, c'est quand même un joueur, un gardien qui est très apprécié à Madrid, forcément, parce qu'il a apporté, je dirais, donc 3 titres de Ligue des Champions, en faisant des prestations quand même relativement très intéressantes. Il les a sauvés pas mal de fois. Tout à fait. Je veux dire, on sait bien le genre de gardien que c'est. Différent de Courtois, effectivement, beaucoup plus petit, mais très vif, très, très, très bon sur les premiers mètres, tout ça. Et il manque un peu de hauteur, mais il est quand même très agile aussi. Et voilà, donc on se souvient de cette fameuse bourde contre la Juventus qui a un petit peu fait tâche en Ligue des Champions, parce qu'on en a quand même beaucoup parlé. Mais en dehors de ça, même contre le Bayern de Munich, il avait fait quand même pas mal de très bons arrêts. Et voilà, donc c'est quand même un gardien, je trouve que, en tout cas, Courtois Sanessi n'a pas prouvé être supérieur à Keylor Navas. Mais comme disait Robin, c'est quand même 2 profils très différents. Complètement. Navas est beaucoup plus un gardien de réflexe, très agile, très vif. Et Courtois est un gardien un peu plus complet, parce que malgré sa taille, il est quand même assez agile, mais il a sa taille, donc au niveau du jeu aérien, Courtois est quand même un peu meilleur. Maintenant, on ne peut pas garder comme deuxième gardien un homme qui a gagné autant avec le Real, qui était aussi important. Donc, ça, je ne suis pas tellement d'accord. Si Navas veut rester... ça allait poser problème. Oui, mais Navas, c'est pas un joueur il a une bonne mentalité, non, mais je dis pour son ambition à lui. Oui, Navas ne pouvait pas continuer dans ce rôle-là. Et donc, à un moment donné... il était peut-être prêt à rester encore. Je ne pense pas. Non, mais moi, je pense que... Il a fait ça ici. Moi, je pense que garder un Navas dans le vestiaire, en sachant à quel point les supporters du Real l'apprécient, etc., à la moindre, même pas boulette, mais mini-erreur de Thibaut Courtois, directement Thibaut Courtois serait allumé dans les journaux, serait allumé dans les tribunes du Santiago Bernabéu, etc. Donc je crois qu'en fait, c'est pas... ce serait pas un avantage de garder les 2 gardiens dans l'effectif. Moi, selon moi, donc mais c'est surtout un gardien qui a 3 Ligues des Champions déjà. Voilà, je crois que c'est comme une légende au Real, Keylor Navas. Aucun gardien dans l'histoire de Real n'a gagné plus de Ligue des Champions que Navas. Oui, mais je suis d'accord. Casillas a gagné 3 Ligues des Champions. Dans les années 50, Juan Alonso a gagné 3 Ligues des Champions, mais lui, il fait partie des meilleurs gardiens de l'histoire du Real. Ok, mais ici, on parle que c'est Zidane qui va l'écarter. C'est bien ça quand même qu'on parle. Donc parce que c'est ça qui Non, Zidane a fait le choix
de mettre en numéro 1. D'accord. Mais Thibaut si Courtois. Keylor Navas accepte d'être numéro 2, mais c'est tout bénéfice pour Zidane quand même. Je Avoir un pense numéro qu'il 2, il ne l'accepte Moi, je pas. suis pas C'est sûr. la raison pour laquelle il part. ok, il part, mais Keylor Navas n'a jamais déclaré qu'il voulait partir. Hein. Il a fait ses adieux au public. Oui, Il a fait ses adieux au public. parce que quelque part, voilà, parce qu'on l'a un peu forcé, quoi. Je veux dire. Mais quelque oui, part, c'est bon. un choix de Zidane. C'est pour ça qu'on le met ici. C'est un choix de Zidane. Non, je voudrais quand même revenir un petit peu sur Keylor Navas, qui a eu un parcours très intéressant en Espagne, en fait. hein. Ouais, il- il a été élu meilleur gardien en 2014. hein. Effectivement, Avec devant Thibaut Levante, Courtois, avec Levante. devant Thibaut Courtois, Ouais. qui avait été champion avec l'Atlético. Ouais. Il avait été élu meilleur gardien avec Levante, comme tu dis. Avec Levante. Mais il arrive à Levante au cours de la saison 2011-2012, et il ne faut pas oublier qu'il joue la Coupe de l'UEFA, l'Europa League avec Levante, lors de la saison 2012-2013, je pense, et il se limite en huitième de finale. Ça, on a tendance à l'oublier. Mais il n'était Par pas titulaire. Rubin Kazan. Par Rubin Kazan, effectivement. Mais il n'était pas titulaire. Il joue l'Europa League. Mais à partir de la saison 2013-2014, il est titulaire indiscutable, comme tu dis, élu meilleur joueur de meilleur gardien de Liga, ouais. de la Liga. Et puis surtout, en 2014, c'est la Coupe du Monde. Ouais, c'est c'est- là qu'il se révèle quart sur de la finale, scène quart de finale, internationale, effectivement. Ils sont dans un groupe avec l'Uruguay, l'Angleterre et l'Italie. Et ils terminent premier du groupe. Exactement. Ils éliminent Incroyable. l'Angleterre et l'Italie. Exactement. Il n'encaisse qu'un but, il est élu meilleur gardien, et puis en huitième de Il se finale, qualifie au il penalty. gagne au penalty contre la Grèce. C'est lui qui arrête le penalty décisif, et il est élu également meilleur joueur de la finale. Et en quart de finale, huitième, contre les Pays-Bas, ils sont battus au penalty, il est également élu meilleur joueur de ce match-là. Donc il se révèle complètement, et c'est là qu'il est transféré au Real. Et la première saison, au Real, il n'est pas titulaire, hein, parce que c'est Casillas qui est titulaire, et là, il joue peu. Et transféré, comme quoi tout change évidemment, à l'époque, pour sa clause libératoire de 10 millions. 10 millions, donc. Ça, on peut dire que en c'est 5 ans. vraiment un gardien qui a été rentabilisé. Et donc, son palmarès s'affiche 3 Ligues des Champions, une Liga, il faut les champions, 3 Super Coupes de l'UEFA et 3 finales de Mondial des clubs gagnées. Donc voilà, c'est quand même un palmarès très étoffé. Ça- pour c'est faire C'est un- énorme, pas mal. Sa petite taille a fait que c'est toujours un petit peu son défaut ou son point faible. Mais et il encore, il compensait- l'a compensé clairement. Il compensait quand même par d'autres qualités. c'est un excellent gardien, gardien. Moi, je me souviens, à Levante en 2013-2014, Oui, oui, oui. il s'est vraiment révélé par ses réflexes. Moi, je me hein. souviens d'un match contre Barcelone. Chez eux, Levante Barcelone, ils avaient fait 0-0. Il avait sorti je ne sais pas combien d'arrêts. Enfin, on savait déjà qu'il était très, très, très fort, mais c'était un des matchs. Oui, je me cruciaux souviens, du- un des du- derniers du- matchs, de la à 3 minutes saison. de la fin contre l'Atlético. L'Atlético jouait le titre à ce moment-là. Levante avait battu l'Atlético dans un match hyper important. Il avait encore été phénoménal. Il avait fait quand même plusieurs arrêts réflexes, notamment de la secret. Très bien, on passe maintenant aux incertitudes. Donc des retours de près d'abord. James Rodriguez, Robin. Alors lui, on ne sait pas du tout, c'est pour ça. Zidane n'a pas encore indiqué, donc on le met dans la catégorie incertitude. Bah, Mais je le vois vraiment pas titulaire. titulaire, Impossible. titulaire, je ne pense pas, sauf vraiment Et il y a déjà Isco. Hécatombe. hécatombe de blessures. Et non, mais sérieusement, voilà, c'est un joueur qui avait très bien performé à la Coupe du Monde 2014. Meilleur Mais buteur. depuis lors, Meilleur buteur de la Coupe du Monde. ouais, il avait vraiment très bien performé, ce qui avait d'ailleurs valu son transfert pour 75 millions au Real. Et depuis lors, il n'a jamais réellement totalement répondu aux attentes. On avait placé beaucoup d'objectifs, beaucoup d'attentes en lui, et en fait, il n'y a jamais répondu. Et donc, là, de nouveau, au Bayern Munich, le Bayern Munich n'est pas motivé à le garder, à l'acheter. Donc, je crois que ça prouve déjà également bien. Donc, en fait, si le Real le garde, pourquoi pas dans l'équipe B, pour faire tourner dans des matchs un peu moins importants, etc. Mais comme place de titulaire, je ne le vois pas. Pourtant, la première saison avec Ancelotti, il a quand même de bonnes stats. Il a joué 28-29 matchs, je pense, en championnat. Il avait quand même 13 buts. Ouais, mais la toute première Mais saison, là, il donc, était au sommet, il était ouais. au sommet de son art, et là maintenant, ses performances sont quand même de temps en temps. D'autant qu'au Bayern, il ne s'est jamais vraiment imposé. Non, du tout. Mais un peu comme le Real, les 2 dernières saisons aussi du Real. Ce que Zidane lui reproche, et ça on le sait, c'est un joueur qui travaille peu à l'entraînement. Apparemment, ce serait le joueur. C'est un copain de Isco alors. Oui, c'est un peu un copain disco. Et c'est le joueur qui travaille le moins à l'entraînement, le moins motivé. Et ça, je pense que ça joue énormément dans les yeux pour un entraîneur. Bah, si le Real veut faire une équipe de golf, pourquoi pas. Non, je crois que ça joue vraiment en sa défaveur. Surtout que le Real, c'est un club multisport. donc Il y a plusieurs sections, il a le choix. Mais non, moi, en plus,
comme tu disais, James Rodriguez, c'est un joueur qui vise une place de titulaire, qui ne se contentera pas d'un second rôle, d'un rôle dans l'ombre. Et donc, c'est compliqué de l'intégrer au sein de ce milieu de terrain du Real, parce que je ne le vois jouer que dans le milieu de terrain. Mais le problème, c'est que moi, je pense qu'il y a des joueurs qui sont un peu meilleurs que lui, et sur lesquels, en tout cas, Zidane compte un peu plus que lui. Mais alors, pour le coup, ça peut être un problème un peu comme Gareth Bale, ou si on garde en fait un Rames sur les bras, on doit payer son salaire, et on n'a pas les millions qui rentrent dans les caisses, et donc... en fait, il est encore sous contrat jusqu'en 2020 aussi. Et donc, s'ils le vendent, c'est maintenant. J'imagine que Florentino Pérez compte sur une vente à la fois de Bale et de James Rodriguez pour avoir de l'argent. Mais le problème, est-ce qui va acheter maintenant de tels joueurs qui restent sur des saisons plutôt en demi-teinte? James Rodriguez, je crois que on pourrait trouver plus facilement acquéreur que Gareth Bale. Il n'a que 27 ans. Par rapport à ses prétentions salariales, peut-être. Et puis, je trouve que son salaire peut être un peu moins... On peut le vendre. Il n'y a plus qu'une année de contrat. James Rodriguez, je crois que 35-40 millions, ça serait un prix qui serait raisonnable. Tandis que Gareth Bale, il faut quand même mettre presque le double. Il faut être capable d'assumer son salaire qui est de plus de 15 millions par an. Quand tu vois James Rodriguez, il avait, une clause de rachat de 35 millions suite à ces deux prêts. Voilà. Et il n'a pas été acheté. Finalement, le Bayern n'a pas levé la clause. Donc, mais je pense, par exemple, un club comme par exemple Arsenal, etc. Moi, je trouve qu'il devrait essayer de se positionner sur ce style de joueur. Pareil pour... C'est aux îles. Par exemple. Ils sont sur Carrasco, Arsenal. Pareil pour Kovacic. C'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on en parle. Carrasco qui a déclaré effectivement qu'il y avait un club qui était très intéressé. C'est Arsenal en Europe. Pareil pour Kovacic, alors trop de joueurs au milieu de terrain pour lui. Mais après, Kovacic, il a d'autres qualités. Moi, je trouve que c'est un joueur qui peut être avec utile. Zidane, il a servi beaucoup. Ouais, moi, je trouve que c'est un joueur qui pourrait être utile au Real en termes d'un joueur qui vient du banc, qu'on peut faire tourner, parce qu'on parle quand même d'un milieu. Modric 33-34 ans, Kroos 29 ans, Casemiro un peu plus jeune, mais c'est quand même des joueurs assez âgés et il va falloir les faire souffler, et je trouve que Kovacic est un joueur qui tient la route et qui n'a pas de problème à être mis sur le banc en fait. Et donc ça, je crois que Kovacic, ça peut être une bonne solution. Quand tu dis qu'il n'a pas de problème sur le banc, justement, c'est pas tout à fait vrai. S'il part de Real, s'il voulait partir de Real, c'est parce qu'il n'a pas assez de temps de jeu justement. Avec son jeune âge, ok. Je suis d'accord, mais maintenant c'est un choix. Il a à peine 24-25 ans. C'est facile à gérer. D'ailleurs, c'était le quatrième milieu de terrain de Zidane après Kroos, Modric et Casemiro. Donc il jouait beaucoup, mais pour lui c'était même pas assez. Mais il a même moins joué à Chelsea, donc je crois que je crois qu'il a quand même compris qu'il peut pas revendiquer une place de titulaire au Real Madrid quand t'as déjà pas ta place dans le milieu de terrain à Chelsea. Mais c'est vrai, Kovacic, mais je pense que le joueur quand même maintenant il devrait quand même viser, je dirais, plus de temps de jeu à un club du subtop réellement, quoi. Donc, et c'est vrai que pour le noyau du Real, c'est un joueur très intéressant, mais il a voulu partir à Chelsea pour ça. Certes, il n'a pas très très bien réussi, mais je pense qu'il peut encore se rebondir autre part. Et c'est un peu certainement son ambition, quoi, donc son souhait en tout cas. C'est lui qui a voulu quand même quitter le Real par manque de temps de jeu. Donc je pense qu'il serait mieux dans un autre club. Un joueur qui va subir donc l'Inter, Kovacic, pourquoi pas 42 millions de l'Inter, je crois que c'était. Mais pourquoi pas un club comme ça, enfin du style où il pourrait être très bien titulaire, quoi. Donc le joueur qui va subir peut-être la plus grande concurrence, c'est aussi Vinicius. Hein. Donc lui, on est en incertitude. Il va rester certainement, mais son temps de jeu risque de diminuer par rapport à l'année passée, clairement. Mais dans le 4-3-3 de Solari, c'est clairement Hazard qui prend sa place. Et donc, entre Hazard et Vinicius, il n'y a absolument aucune comparaison. Il faut voir aussi, c'est un joueur qui a été blessé en fin de saison, donc il n'a pas pu être utilisé par Zidane. Est-ce que Zidane compte vraiment sur lui? Moi, j'ai de gros doutes par rapport à Vinicius, d'autant que c'est un joueur intéressant, mais qui est très peu efficace. Et je ne pense pas que c'est le genre de joueur que Zidane valorise vraiment. Donc voilà, il a quand même encore beaucoup de choses à apprendre. C'est encore un joueur en formation. Moi, je suis d'accord qu'il faut être patient avec lui, mais le problème avec Zidane, c'est que Zidane il veut des résultats tout de suite. Et donc, voilà, moi, je vois mal Vinicius. C'est un diamant brut à polir, en fait. Hein. Et je pense pas que Zidane veuille prendre le temps de vraiment le polir pendant 2-3 ans encore. Il n'a pas le temps. Enfin, en fait, il est titulaire. Il aura des morceaux de match, quoi, en fait. Oui. C'est ça, il va devoir se contenter de morceaux de match. Et des matchs peut-être les premiers tours de Coupe du Roi, etc. où tu joues. Il a prouvé en Coupe du Roi contre Barcelone
qu'il pouvait être dangereux également. Ah, mais il a un potentiel. Il a prouvé au Wanda Metropolitano en championnat. Il a joué que c'était un très bon joueur et au niveau de la je suis un peu percussion. étonné quand même qu'on le mette aussi de côté, vu ce qu'il a quand même prouvé cette année-ci. Et c'est quand même un dynamiteur. Ouais, mais Il est un joueur très peu efficace. Mais il va pas mettre Hazard sur le banc, quoi. Ah non, mais je dis pas, mais il pourrait très bien jouer de l'autre côté quand même. Hein, donc éventuellement, même si il faut jouer, nous on l'a jouer vu à droite. On l'a vu effectivement cette année-ci du côté gauche, tout ça. Mais pourquoi pas à droite? S'il y a une place là à prendre, comme on le disait, là il y a une place clairement qui n'est pas très bien. On ne sait pas très bien comment ça fonctionnait, en tout cas en fonction du dispositif de. Oui, mais ça dépend. Là, si tu as un 4-3-3, évidemment, oui, c'est bien un ce que je dis. 4-3-3, peut-être même dans le 4-3-3, il peut mettre Asensio sur le côté gauche, il peut mettre Lucas Vazquez aussi. Et on sait que Zidane compte beaucoup sur ces joueurs-là. Oui, il y a Lucas Vazquez, Asensio, il peut les utiliser. Mais à choisir, enfin, je préfère quand même aligner un Vinicius qu'un Lucas Vazquez. Je trouve que je trouve que Lucas Vazquez, c'est quand même le type de joueur qui, comme on l'a dit pour comme par exemple Kovacic, etc. Lucas Vazquez, c'est un joueur qui devrait pour moi viser un subtop en Espagne, mais pas mieux. Pour moi, il n'a pas du tout le potentiel pour jouer au Real Madrid. Du moins, si le Real Madrid veut être le club qui vise le titre en Ligue des Champions, le titre en Liga, etc., pour moi, Lucas Vazquez, t'as rien à faire. Robin, une saison, c'est très long. Il y a des matchs où tu as besoin de joueurs comme ça. Tu peux compter sur eux. Tu sais qu'ils vont jouer alors, à 100%. autant parier sur Vinicius. Mais c'est un joueur du club, il est gratuit. Tu vois, donc oui, Vinicius, non, mais Lucas Vazquez a quand même plus d'expérience. Et puis Lucas Vazquez est un joueur quand même qui travaille un peu plus défensif, plutôt auquel on peut donner un rôle plus défensif. C'est quelqu'un, n'oublions pas que j'en ai passé contre le PSG au match retour. Il est titularisé sur le côté droit d'un 4-4-2. Lors du quart de finale contre la Juve, à la mi-temps à 0-2, il rentre à la mi-temps avec Asensio. Donc on sent que ce sont des joueurs sur lesquels Zidane compte vraiment. Allez, on va passer. Non, tu as raison au niveau talent, je suis d'accord. On va passer au compo bientôt avec les compos programmes. Mais d'abord, les rumeurs, Robin. On va parler des rumeurs Eriksen-Pogba. Donc, ça ne sera pas les deux, évidemment. Ce sera un des deux, voire aucun. Donc, est-ce que tu penses que Eriksen peut signer au Real dès cet été? En fait, Eriksen, c'est paradoxal parce qu'on a l'impression que c'est plus le joueur qui veut le Real que le Real qui veut le joueur, en fait. Donc, on a l'impression que c'est lui qui force son transfert. Donc, à mon avis, oui, Eriksen veut partir au Real Madrid. C'est sa dernière année de contrat. Et son contrat se termine en 2020. Connaissant Tottenham, ils ne vont pas vouloir le garder un an et le laisser partir gratuitement. Connaissant le président, surtout. Ouais, voilà. Donc, je pense que s'il y a transfert d'Eriksen, c'est vers le Real. Mais après, est-ce que le Real Madrid va vouloir mettre les millions que Daniel Levy va demander, donc le président de Tottenham, 113 millions. 113 millions, je vois mal le Real mettre 113 millions pour une année de contrat. Surtout qu'on va payer 100 millions pour Hazard. Ouais. Franchement, donc c'est très très complexe et moi je le vois pas arriver cette année. L'année prochaine, certainement gratuitement, mais cette année, du moins à 113 millions, c'est sûr et certain, c'est non. Mais quand tu dis que le Real ne le veut pas, en fait, je crois que Florentino Pérez le préfère à Pogba parce que je pense qu'il est plus facile à acquérir, mais c'est Zidane qui ne veut pas. Ouais. Parce que Zidane préfère pour son milieu de terrain un profil plus défensif comme Pogba. Allez, on passe à Pogba alors tout de suite. Pogba, Manu, est-ce que tu le vois partir? Même si on dirait que les rumeurs se sont un peu tassées. C'est vrai, on parlait beaucoup de lui il y a 2-3 mois. Maintenant, comme tu dis, c'est tassé, mais c'est clair qu'au milieu de terrain, c'est vraiment le choix de Zidane, parce que comme profil très défensif et très physique, il n'a que Casemiro. Et donc je pense que si Zidane, comme il l'a dit lui-même, veut alterner entre plusieurs systèmes, notamment par exemple un 4-2-3-1, il lui faut 2 numéros 6, en tout cas 2 pivots plutôt défensifs, et là Pogba ferait vraiment l'affaire. Donc d'autant qu'il connaît bien Pogba, c'est un Français, je pense que Pogba n'aura aucun problème pour travailler avec Zidane, au contraire. Donc voilà, maintenant je pense que c'est son prix, ce sont ses prétentions salariales, et puis c'est son agent, Mino Raiola, qu'on connaît très bien, qui est très exigeant sur chaque transaction, donc chaque transfert. Il est très gourmand, et je pense que c'est à ce niveau-là que ça pose problème. Et puis OGS quand même a dit qu'il voulait construire son équipe autour de Pogba, et on voit que là maintenant à Manchester United on a confié, on a donné pas mal de crédit à OGS en termes de recrutement, etc. Donc je ne vois pas du tout partir cette année-ci. Par contre l'année prochaine, si Manchester United ne revient pas dans le game en Angleterre, je crois que là ils seront obligés de laisser partir Pogba, et je crois que le Real Madrid serait une destination qui lui irait, quoi. Allez, on passe alors à la troisième partie du jour, et
ces fameux systèmes possibles. Donc quelques critères pour construire ces compositions. Donc déjà le fait que Zidane a annoncé qu'il pourrait et qu'il va modifier son 4-3-3 habituel. On a déjà mis aussi des systèmes qu'il a utilisés auparavant, on y reviendra. Et on tient compte évidemment des arrivées certaines et des écartés officiels de Zidane. Donc je vais vous proposer des compos, vous allez me dire les points positifs et négatifs de chacune d'entre elles. Donc Manu, ici on a un genre de 4-3-2-1 avec Courtois dans les buts, la différence titulaire, Carvajal, Varane, Ramos, la concurrence entre Marcelo et Mendy, donc le milieu à 3 qui ne change pas, Casemiro, Modric, Kroos, et Jovic et Hazard en soutien de Benzema. Alors quand tu dis que Zidane va changer son 4-3 habituel, il faut rappeler qu'il a déjà souvent changé ce 4-3. C'est ça qu'on a aussi proposé des systèmes qu'il a déjà utilisés. Effectivement, le 4-3 c'était surtout lors de la première année avec la BBC, ouais. Mais après en 2017 en 2018 c'est plutôt un 4-4-2, soit un 4-4-2 à plat, soit un 4-4-2 en losange. Maintenant l'avantage de ce système-là, c'est qu'en phase défensive, on peut utiliser un 4-3-3 avec Hazard à gauche et Jovic qui se positionnera à droite pour quadriller le terrain. Et en phase offensive, ça permet beaucoup de liberté entre les trois avants, Benzema, Jovic, Hazard. On sait que Hazard est très fort lorsqu'il a pas mal de liberté de mouvement. Et donc l'inconvénient du système, c'est que ça oblige les trois milieux de terrain à travailler un peu plus défensivement. Il y a un petit risque de couper l'équipe en deux. Et donc, je pense que voilà, c'est un système très intéressant qui donne beaucoup de liberté aux joueurs d'attaque, notamment entre Benzema et Jovic, parce que Jovic peut à la fois jouer en soutien d'attaque comme numéro 9. Avec beaucoup de permutations entre les trois. Et beaucoup de permutations, un peu comme l'Ajax fait entre ces joueurs de l'attaque. Les trois peuvent permuter, et ça, je pense que c'est quelque chose que Hazard apprécierait beaucoup. Le deuxième compo, il est aussi pour toi, Manu, un 4-4-2 à plat qu'on a déjà vu sous Zidane au PSG notamment. Effectivement, au PSG, au match contre le PSG, qui avait donné de très bons résultats parce que le Real avait été très bon, il avait un peu annihilé le PSG. Et dans ce 4-4-2 à plat, c'était au milieu de terrain, c'était Casemiro, Kovacic, à gauche Asensio et à droite Lucas Vazquez, avec Ronaldo et Benzema devant. Il avait de nouveau opté pour ce dispositif en deuxième mi-temps contre la Juve, suite au 0-2. Au Real. Pardon ? Comme quoi Kovacic peut également jouer au Real en tant que titulaire dans les gros matchs. Donc en fait, Zidane, c'est quelqu'un qui était formé en Italie, qui est quand même fortement influencé par son expérience en Italie. À l'époque, il jouait en 4-4-2 et je pense qu'il tient à ce système de jeu très classique, qui date de plus de 30 ans, on peut le dire. Et donc moi je pense que c'est un système qui sera beaucoup utilisé, d'autant qu'il a les joueurs pour l'utiliser, ce système. Et en plus, par rapport à ce système, ce qui est bien, c'est que Hazard joue peut-être dans le rôle qu'il préfère, c'est-à-dire un rôle très libre autour de l'attaquant. Je n'ai aucun doute qu'Hazard va se retrouver, il va très bien s'entendre avec Benzema, parce que c'est un joueur également qui aime jouer. Donc ils vont pouvoir se trouver très facilement. Et de plus, l'autre avantage, ça libère également Hazard de tâches défensives, ce qui lui permet de se concentrer uniquement sur son rôle offensif. Il aura juste un rôle de positionnement en paire de balles. Donc moi je pense que ce 4-4-2 à plat, à mon avis, est le système préféré de Zidane et il sera beaucoup utilisé. Et ça permet également de jouer avec des joueurs comme Asensio, de mettre en valeur Asensio et Lucas Vazquez. Modric aura un rôle. N'oublions pas, autre élément important de ce 4-4-2. En finale de 2007 contre la Juve, il avait commencé par un 4-4-2 à losange. En deuxième mi-temps, il décale Isco sur le côté gauche pour percuter sur le point faible de la Juve Barzagli, et il décale Modric sur le côté droit, et ça a fait la différence, notamment le troisième but du Real, c'est suite à un débordement de Modric sur la droite, passe en retrait pour Ronaldo. Donc ce 4-4-2 a de grandes chances d'être utilisé par Zidane. Robin, le 4-2-3-1 ici qui s'affiche à l'écran avec la défense titulaire comme d'habitude. Casemiro, Kroos devant la défense, Modric, Jovic, Hazard, Benzema. Donc ici, on aura un Jovic en soutien de Benzema ou inversement, peut-être pendant le match, encore une fois, un Benzema en soutien de Jovic. Ça peut être et Hazard ici qui serait vers la gauche. Hein, mais ça peut être une solution, voire même, en fait, pourquoi pas carrément, selon les disponibilités, replacer Hazard à la place de Jovic et mettre Asensio à la place de Hazard. Ça pourrait être également une possibilité. Comme ça permettrait à Hazard de prendre... En 10, complètement. Voilà, c'est ça, en 10, avec une grande liberté dans le milieu. On pourrait lui confier les clés du milieu offensif, en fait, et lui laisser une liberté totale. Ça pourrait être intéressant. Donc, je crois que c'est une compo possible. Ça sera certainement pas la compo numéro 1, mais c'est quelque chose que Zidane pourrait appliquer avec Benzema en pointe.
Par contre, ouais, c'est Modric dans cette place-là. Je sais pas si c'est vraiment sa place de prédilection. Et là, Non, où il pourrait c'est vraiment pas celle-là. performer énormément. Mais il a déjà joué à droite. Lucas Vasquez dans un schéma en 4-2-3-1 Voilà, à c'est droite, ça. effectivement. Moi, je verrais plutôt Casemiro, Modric, Kroos sur le banc, et voilà, pourquoi pas un Lucas Vasquez ou. Ouais. Voilà. Mais c'est une compo très très offensive. Et moi, je vois mal, Casemiro Kroos dans un double pivot. Je crois que c'est la raison pour laquelle Zidane souhaite un Pogba qui a un profil un peu plus défensif, un peu plus physique. Je verrais bien ce système-là avec un double pivot. Oui, Donc, genre comme un en équipe de France. Pogba Casemiro. Comme en Voilà, équipe de comme en France. équipe de France. Pogba Là- Kanté, là, oui. Pogba Casemiro. Mais avec Kroos, Casemiro, je vois mal ce dispositif, d'autant, comme tu dis, que Modric est difficile à placer à droite, à moins qu'il prenne la place de Kroos en milieu de terrain. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ce que dans ce dispositif-là. Ce dispositif pourrait être appliqué, mais je verrais plutôt, voilà, comme on l'a dit, Modric à la place de Kroos et un Lucas Vasquez ou quoi. Oui. Très bien, allez, la dernière compo avant de passer au débat. Antonio, elle est pour toi un 3-5-2 innovant. Si on l'a rarement vu au Real, le 3-5-2. Mais ici, avec la recrue Militao, Ramos en chef de défense, Varane, les couloirs occupés par Carvajal ou Marcelo, et comme on l'a dit, Ferland Mendy qui a déjà utilisé ce poste à Lyon, le milieu à 3. Benzema, Hazard en soutien de Benzema, comme il l'a déjà fait sous Conte. À l'Atlético notamment, il avait joué en 3-5-2 en soutien de Morata, ça avait très bien fonctionné pour Chelsea. Est-ce que tu penses qu'on pourrait voir un 3-5-2 comme ça ? Ça serait pas la compo titulaire, je pense Non, mais c'est pas. une Mais... compo qui est tout à fait possible, évidemment, donc en fonction forcément des circonstances et des matchs. Ça va forcément dépendre un petit peu aussi donc, de Militao, pour nous c'est encore un peu une inconnue, évidemment, actuellement. Maintenant, s'il montre donc de très bonne qualité, tout ça, et qui gagne sa place donc petit à petit, c'est une possibilité. Parce qu'ici, en plus, on voit quand même deux joueurs de flanc qui sont capables d'arpenter les flancs à eux tout seuls, Carvajal et Marcelo et Mendy. Hazard dans peut-être sa position favorite, et forcément donc les trois milieux, je dirais, donc qui ont prouvé depuis des années donc qui savent jouer donc très bien ensemble, avec Casemiro en pointe de défensif et Modric et Kroos un cran au-dessus. C'est une composition qui est très très probable également, donc dans des matchs peut-être un peu plus faciles où on a besoin de percussions sur les côtés, donc c'est possible. Et puis je trouve que quand on voit cette composition-là à l'écran, on a l'impression en fait c'est la compo qui permet de tirer le meilleur de tous les joueurs. Donc on aurait par exemple le milieu de terrain Casemiro, Modric, Kroos. Dans cette position-là, c'est là qui, selon moi, ils peuvent apporter le plus. C'est là Carvajal, soit Marcelo, Mendy peuvent très bien jouer les pistons sur les deux flancs. Avec une tâche défensive moins importante. Voilà, c'est ça. 4-4-2, Marcelo parce que est quand même très très offensif, et je crois que là il pourrait apporter beaucoup. Et puis Hazard serait dans sa top position, et Benzema est un attaquant qui aime également jouer au foot. Donc je crois que c'est vraiment là en fait que pour moi il aime jouer au foot. Vaut mieux ça qu'au basket. Ouais. Non mais c'est un attaquant. Il y a des attaquants qui aiment qui sont là en tant que renard de surface et qui attendent par exemple un Giroud. C'est pas non, c'est clair. Qui peut beaucoup jouer, mais je trouve que dans cette composition-là, c'est là que les joueurs peuvent apporter le plus que dans les autres compositions. Benzema pourrait écarter sur Carvajal, etc. Voilà, c'est ça. Il est très fort en déviation. Voilà, il y a beaucoup de solutions. Et... Autre avantage, c'est le dispositif qu'utilisait Francfort et dans lequel Jovic est très à l'aise aussi. Voilà, ouais. Donc moi, je vois quand même deux inconvénients à ce système-là. Le premier, je ne suis pas aussi affirmatif que vous, dans le sens où Marcelo et Carvajal sont de bons pistons. Moi, je ne pense pas que ce soit leur principale qualité, parce qu'un piston, c'est un joueur plus physique, genre Bale est un piston à Tottenham, donc il peut arpenter le côté gauche. Marcelo est un joueur très offensif, mais c'est pas forcément un piston. Je ne sais pas s'ils ont le coffre pour jouer en piston. Carvajal, il pourrait l'avoir au top de sa forme. Je crois qu'il a déjà montré pas mal de fois. Non, mais comme piston, justement, c'est difficile à voir, parce qu'il a rarement joué. Le seul match où le Real a joué avec 2017, trois défenseurs, et avec des pistons, c'était à Séville en 2017. Ouais, moi, je parlais de cette compo, c'est dans des matchs un peu plus faciles quand même. C'est possible. Oui. Effectivement. Ouais. Et donc, le deuxième inconvénient, c'est que Zidane a très peu utilisé la défense à 3, très peu, lors d'un match à Séville en 2017, alors qu'il avait les joueurs pour le faire. Nacho, par exemple, qui est un défenseur polyvalent, qui peut jouer à la fois sur le côté gauche, sur le côté droit, comme arrière central, était un joueur idéal pour jouer avec une défense à 3, et il l'a rarement fait. Pourquoi ? À mon avis, parce qu'il n'a pas de joueur piston
pour le faire. Et Ferland Mendy. Mais ça, oui, effectivement. Là, oui. Peut-être là, maintenant, c'est vrai que ça, c'est un élément en plus en faveur de cette compo. Peut-être que Ferland Mendy pourrait prendre ce rôle-là dans une défense à 3. Et pourquoi pas alors utiliser un Gareth Bale à la place de Carvajal. J'y pensais. Ça serait Je me dis, pourquoi la folie, là. non, mais il a été utilisé. C'est là qu'il a été le plus performant à Tottenham. Ouais, à Tottenham, il jouait plus à gauche. Oui, mais c'est à gauche, justement. Ouais. Mais là, effectivement, à droite, Carvajal, je crois qu'à franchement, je pense qu'à droite, Bale. Non, pas à droite. Non, mais à gauche, mais à la place de Marcelo alors. Donc, si Marcelo est blessé. Même, je pense qu'à droite, je crois qu'il pourrait être utilisé également à droite, Gareth Bale. Sur son défensivement, il ne travaille pas assez. Je pense qu'il faut quand même si à gauche, dans le rôle de piston, où on travaille moins défensivement, mais il y a quand même à un moment donné, un moment de repli. Et Bale, je pense que c'est la raison pour laquelle il n'est pas du tout apprécié au niveau de ce travail défensif. Il ne travaille pas du tout défensivement. Mais il ne travaille pas du tout, mais je crois qu'il en serait capable, parce que c'est quand même, faut quand même pas oublier que c'est quand même un bac de formation, Gareth Bale. Donc, oui, c'est ça le problème, en fait. C'est une question de mentalité. Voilà. Mais c'est la raison pour laquelle, je pense qu'on a expliqué, c'est la raison pour laquelle non, mais c'est clair. Allez, on va passer au débat, il nous reste environ 20 minutes, on va faire 10 minutes sur chaque question. On va d'abord parler Liga. Manu, première question pour animer le débat. Est-ce que le Real peut détrôner, donc sachant toutes les arrivées officielles, etc., on ne va pas non plus se projeter sur des Pogba, Eriksen. On débat sur ce qu'on a. Est-ce que le Real peut détrôner le Barça en Liga? Donc Barça, c'est quand même 7 Ligas en 10 ans ou 8 en 10 ans, je ne sais plus. 8 en 11 ans. 8 en 11 ans, c'est ça, 8 en 11 ans. 2 de suite, sachant que le Real n'a jamais été aussi loin que le Barça. On a vu avec les écarts de points, 19 cette année, 17 en 2017-2018. Est-ce que tu penses que le Real peut enfin détrôner le Barça en Liga? C'est difficile à le dire, mais je pense que c'est quand même une des grandes ambitions. Premier objectif selon toi l'an prochain, avant la Ligue des Champions ou l'inverse? Non, je pense que les deux. Je pense que le recrutement va dans le sens de ce que Zidane veut absolument avoir 2 11 plus ou moins compétitifs. Surtout qu'il pourra aligner lors de semaines de Ligue des Champions, donc à des moments de la saison un peu plus exigeants. Et donc ça sera ça l'objectif. Donc évidemment, le Real ne peut pas négliger la Liga, même si c'est vrai sur les dernières années on sent que la priorité c'était la Ligue des Champions. Là je pense que ça fait un peu trop que le Barça domine autant le championnat espagnol, ça fait quand même un peu tâche par rapport au Real, et on ne peut pas dire à l'aube de cette nouvelle saison, que l'objectif c'est la Ligue des Champions, et en Liga on va voir, d'autant qu'ils terminent à 19 points cette année-ci, donc là ils doivent quand même redorer un peu leur blason. Moi je pense que ça sera l'objectif. Est-ce qu'ils vont y parvenir? J'ai quand même l'impression que le Barça, à un moment donné, ça va commencer à bloquer. Le Barça un petit peu également. Mais il se renforce aussi, le Barça. Pardon ? Il se renforce aussi, le Barça. Oui, il se renforce. Est-ce qu'ils n'auront pas encore la main mise sur la Liga, avec les profils des joueurs qui vont arriver, etc. Je ne sais pas, parce qu'on en avait quand même beaucoup parlé au niveau du Barça. Il y a quand même pas mal de cadres qui sont vieillissants. On pense à des Sergio Busquets, des Jordi Alba, etc. Frankie de Jong arrive. Hein, c'est ça, oui, mais est-ce qu'ils vont être capables? Ok, Frankie de Jong, mais par exemple, en termes latéral, on voit la fin de saison de Jordi Alba, est quand même, il finit sur les rotules. Et donc, est-ce qu'ils vont être capables de Suarez en pointe? Quid qui va arriver derrière pour être capable de le remplacer, etc. Donc, je crois que le Barça va tout doucement également. On le voit d'ailleurs cette année, le Barça finit avec moins de points au total. Depuis 2009, la première année de Guardiola, ils avaient terminé avec 87 points également. Voilà, ça. Et donc, ça fait 10 ans qu'ils n'avaient pas eu en fait si peu de points, mais en même temps, les autres derrière ont également moins de points. Et je crois que c'est aussi le niveau de la Liga qui s'est peut-être un peu amélioré, mais je crois que directement, le Real ne détrônera pas le Barça, mais dans les 2, 3, 4 années à venir, je pense, oui. Mais maintenant, d'abord, le Barça cette année s'est obtenu moins de points, c'est vrai. Il faut quand même reconnaître qu'ils ont laissé tomber 2 ou 3 matchs. C'est vrai que la concurrence était moins dure. Pas la concurrence directe. Il y avait... Et puis ils étaient déjà champions. Voilà. Et du coup, il y a 2-3 matchs en fin de saison que, franchement, s'ils devaient les gagner, ils l'auraient fait. Donc, ils avaient le potentiel pour terminer encore entre 90 et 95 points cette année-ci. Ce qui est vraiment leur bulletin depuis 6-7 saisons. Donc toi, tu veux dire que la question, c'est plus, est-ce que le Real peut arriver au moins à 90 points pour être champion? Moi, je pense que c'est quand même la norme minimum. Je pense que Barcelone a encore le potentiel pour arriver autour de 90 points la saison prochaine. Mais, tout à fait, moi je le pense. Parce qu'effectivement, tu dis qu'ils sont vieillissants, et je suis d'accord avec toi. Jordi Alba, effectivement, Jordi Alba, rappelez-vous, après le match aller contre Liverpool,
on le considère encore comme le meilleur arrière-gauche du monde. Il a fallu effectivement d'un match retour catastrophique et une finale Coupe du Roi catastrophique pour un petit peu, forcément, donc... nuancer nos propos. Oui, tout à fait. Mais il a quand même fait une saison encore très bonne. Il a 30 ans, je veux dire, il est encore potentiellement, on voit bien que... Honnêtement, moi je ne le vois pas encore vieillissant. Non, en fait, quand on parlait d'Alba, on parlait, il lui faut une concurrence. Ça, je suis d'accord. Parce qu'il Voilà, a tendance à s'endormir un petit peu. Qui remet Ça, un petit peu en question son statut titulaire. Mais il est encore très bon. Suarez, je suis d'accord avec toi, effectivement, il est clairement sur la pente descendante, tout en étant quand même encore un joueur de très bon niveau. On reste ici au niveau du championnat. Moi, je pense que le championnat, Barcelone est encore capable de, je dirais, atteindre plus ou moins les 90 points. Maintenant, est-ce que le Real est capable de faire ça ? Ça, je pense que c'est la question vraiment qu'il faut se poser. Et est-ce que le Real, avec les recrues, en une saison, peut combler un gouffre de 17-18 points, parce que c'est 2 saisons de suite, donc ça c'est plus trop le hasard, quoi. Et Zidane était là. Hein. Et avec Zidane également. Donc est-ce que pas la seule recrue, mais je dirais, est-ce que Zidane à lui tout seul peut apporter une dizaine de points ? Peut-être. Mais bon, voilà, je veux dire... moi, je suis pas sûr parce que pour atteindre au moins 90 points en Liga, il va falloir être au top de août à mai. Mais le problème, c'est que cette année, c'est révolution dans le vestiaire du Real Madrid. Qui dit révolution dans le vestiaire du Real Madrid dit des joueurs nouveaux qui doivent s'intégrer. Et donc des joueurs qui s'intègrent, on ne peut pas leur demander d'être à 100% à partir du mois d'août, c'est impossible. Donc on peut déjà parier sur le fait que le Real Madrid va perdre quelques points en début de saison. De qui tu parles aussi, Robin. Un gars comme Jovic qui est jeune, qui a encore tout à prouver, d'accord. Mais je pense qu'un joueur comme Hazard sera performant directement. Je suis pas tellement fort. Il peut pas être directement à 100%. Il a un jeu qui est adapté à la Liga. Il est adapté à tous les championnats, lui, parce qu'il est oui, tellement bon qu'on ne peut pas dire qu'un championnat est plus adapté à lui. Mais lui, je sais qu'il sera performant directement. Là, sincèrement, moi, je n'ai aucun doute sur lui. Et donc, moi, je pense qu'avec la plus-value qu'il va apporter, et la motivation du fait que Zidane a repris les choses en main, moi, je pense que le Real ne va pas faire l'erreur, en tout cas, de s'endormir en début de championnat, parce que ils ont fait les 2 dernières saisons. 2 ans de suite déjà. Ils ne peuvent pas se permettre de faire ça une 3e année. Moi, je parie sur cette disposition-là où je crois qu'ils vont perdre des points au début de championnat, qui va directement, en fait, ils vont être carbo directement. Enfin, c'est mon avis, on verra. Mais moi, je serais quand même étonné qu'il débute de cette manière-là. Du moins, peut-être pas carbo, mais directement, il serait 3, 4, 5 points derrière Barcelone assez rapidement. Barcelone, qui souvent aussi, ces dernières années, en tout cas la saison passée, a commencé doucement également. Ouais. Donc à partir des points... Ils ont commencé avec 12 sur 12. Hein, oui, et justement, ils mettent le paquet au début. Non, mais après ils ont pris la moitié des points. Donc ils ont pris un 13 sur 27. saison, c'est Séville qui est premier, non ? Ouais, tout à fait. Ouais, ils ont pris un 13 sur 27 à un moment. Mais bon, voilà, maintenant, certains Barcelone, ils vont gagner 10 matchs de suite aussi au premier tour, au début. Hein, donc ils en sont encore capables. Voilà, donc... moi, je pense que vraiment le Real, vu ce qu'ils ont fait les 2 dernières saisons, justement, ils vont quand même tout faire pour très bien commencer. Et puis, est-ce qu'ils vont avoir la capacité, en fait, à gagner les Classicos contre le Barça ? Parce que ça, c'est une clé. C'est une clé. Ça fait des années que parce que quand tu perds 6 points, et contre un concurrent direct, c'est mortel. Hein, donc, est-ce qu'ils vont pouvoir de nouveau, au moins prendre un point, faire des matchs nuls dans les Classicos et pourquoi pas gagner. La dernière victoire en Classico. Zidane a quand même gagné plusieurs fois le Classico. Ouais. Non, une fois. Une fois. Et la dernière victoire du Classico au Real, c'est 2-3 ou 1-2, je ne sais plus. En 2016, le Barça était déjà champion, c'était la fin. C'est ça, donc le Barça était déjà champion au Camp Nou. Enfin, ils avaient 12 points d'avance, ils se sont un peu endormis sur la fin de l'année, mais c'est la seule victoire en Classico du Real de Zidane. Après, c'est que des défaites ou des matchs nuls. Voilà. Ça aussi, ça va être une clé ils vont être obligés d'être performants dans le Classico pour espérer le titre. C'est vrai que ça joue énormément sur le titre. Hein. Les confrontations directes, c'est évident, mais moi je ne vois pas le Real négliger la Liga comme il l'a fait depuis 2 ans. C'est pas possible. Une équipe, un club comme le Real ne peut pas se permettre de faire ça. Non. Maintenant pour répondre vraiment à la question de base, tout ça, sincèrement, moi là, je suis un petit peu peut-être comme Robin. Je les vois pas la saison prochaine encore. Mais tu te bases sur le fait qu'ils ont terminé à 19 points, 18 points peut-être, ou 17 points. Non, mais je pense qu'un championnat n'est pas l'autre du tout. Oui, mais c'est parce que quand même,
combler un tel gouffre, ça me paraît beaucoup. D'autant plus Mais que c'est pas un gouffre à combler, on repart de zéro, quoi, tu vois. Oui, C'est pas un déficit qu'ils ont au début du championnat. Non. Tu comprends ce que je veux dire? Et puis, évidemment. ces saisons étaient quand même particulières, il faut reconnaître. Oui, Zidane était parti, Moi, je me Ronaldo base était parti. Moi, je me base aussi sur la saison précédente. C'est que Real a eu trois. Oui, mais- on pense bien, Real a eu 3 entraîneurs différents sur la saison. C'est vrai, voilà, ça il faut quand même le rappeler aussi, c'est que vraiment, on peut dire, c'est pas une saison de transition dans le sens où Real ne peut pas se permettre de transition, mais avoir 3 entraîneurs sur une même année au Real, c'est extrêmement rare. Et donc, c'est une saison, on peut dire, complètement ratée. Mais je pense que là, ils repartent sur de bonnes bases, de nouvelles bases, dans la continuité de ce qu'ils avaient fait avec Zidane. Donc, moi, je dis que tu parles du goût de 19 points, mais c'est pas un gouffre à combler, on repart de zéro. Donc, On repart de zéro, mais moi, ma question, c'est de savoir si le Real est capable d'atteindre plus ou moins ses 90 points l'année prochaine. C'est plus ça que je te dis. Barcelone, ils vont le faire. Parce que justement, si Barcelone a la concurrence, les 90 points, ils vont les atteindre. Parce que Barcelone a eu 86 points parce qu'effectivement, ils étaient déjà champions. Et est-ce que le Real a la capacité de faire 90 points l'année prochaine? Ça, c'est la grosse question. Peut-être, l'inconnu, hasard, pas hasard, enfin oui, hasard certainement, évidemment, donc il peut combler des points. Est-ce que les autres, parce que de toute façon, on parle vraiment de joueurs des joueurs qui sont confirmés, mais on a beau dire que Hazard revient, est-ce qu'il va être encore aussi motivé qu'avant? C'est pas encore ça. Au début, certainement, mais tu sais comment ça va au début. Hein, donc au début, c'est toujours une nouvelle saison, mais- on repart de zéro, tout ça. Mais voilà, l'avantage- Très bien, dernière remarque, puis on passe à non, la mais Ligue des l'avantage, Champions. le Real finalement, c'est vrai que lorsqu'on constate les recrues, on a l'impression qu'ils ont recruté un titulaire indiscutable et des doublures. À part ça, ce sont des doublures. Les autres, on n'est pas sûr qu'ils auront une place. Mais donc, ça veut dire quoi? C'est un avantage. Zidane part avec un groupe qu'il connaît très bien. Une base, donc un effectif avec lequel il a gagné beaucoup. Donc, les joueurs se connaissent très bien. Et Hazard va s'intégrer sans Je suis problème. d'accord, Il mais va c'est- porter un plus dans cet effectif. ça reste quand même une équipe qui, depuis 2 saisons, a prouvé que... et je ne parle même pas de cette saison-ci, la saison précédente, qui était très motivée sur certains matchs, mais qui avait du mal à se motiver sur toute une longueur, quoi. Et c'est encore le même effectif qui va certainement jouer l'année prochaine. Donc voilà, mon interrogation est... Effectivement, mais moi je dis que ce qu'ils ont su Voilà. faire en 2017, parce que là, l'objectif c'était la Liga, Ouais, et ils l'ont je fait, hein. pense qu'ils pourront le refaire parce qu'on est pratiquement devant le même effectif. Très Oui, bien. mais avec Modric, Marcelo, avec quelques années en plus. C'est vrai. On passe à la Ligue des Champions. Donc, petite précision, la dernière victoire en Classico, c'est bien 1-2 en Liga en 2016. Ils avaient gagné en Super Coupe d'Espagne les 2 matchs, le Real, mais bon, ça. Donc, on parlait bien de la Liga, c'est en 2016 avec Zidane au Camp Nou 1-2. Un but de Ronaldo, demi-volée entre les jambes du gardien, je me souviens. Alors, le deuxième volet, c'est la Ligue des Champions, c'est le trophée fétiche du Real. Robin, est-ce que tu les vois rebondir en Ligue des Champions après la déroute de cette année? Tout de suite, non plus. Tout de suite, non plus, parce que ils n'ont plus leur joueur clé qui débloquait les situations, c'est-à-dire Cristiano Ronaldo, qui les a sauvés nombre de reprises. Et puis, il ne faut quand même pas oublier, sur leur Ligue des Champions gagnée récemment, il y en a quand même quelques dont la part de réussite est quand même importante. Et cette réussite, ben forcément, ça tourne. Et donc non, je les vois pas tout de suite revenir disputer une finale de Ligue des Champions. Pour moi, en Ligue des Champions, il y a des équipes qui sont plus compétitives. Tottenham l'a fait. Ouais. Mais ils n'ont pas gagné. On part de réussite. Mais ils n'ont pas gagné. Tu parlais de réussite, donc on est dans... Si c'est pour revoir une finale comme ça, moi, non, merci. Non, non, mais sérieusement, Je préfère le Real quand même. sérieusement, je les vois pas. Il y a des équipes qui sont quand même nettement plus compétitives, qui sont déjà construites, qui ont un schéma de jeu bien défini, avec des joueurs au top. On pense à un Liverpool quand même, qui je pense que là maintenant sur papier, dans la disposition de l'équipe, dans les joueurs alignés, dans le football créé, etc., ont un temps d'avance sur le Real à l'heure actuelle. Donc, Mais, Robin, tu parles d'une équipe de Real comme c'est une équipe qui est repartir de zéro. Mais là, je suis pas tellement d'accord. C'est une équipe qui repart sur une base que Zidane a connue avec Zidane, avec le milieu de terrain, la même défense. ouais, mais on sent. La réelle plus-value, on peut dire, c'est peut-être Militao en défense, c'est certainement Hazard et peut-être Jovic. Oui, mais on Mais sent à que part ça, l'animation. le même. Oui, mais on sent que l'animation de jeu n'y est plus. Comment l'animation de jeu? Tu regardes les matchs de la dernière partie de championnat de Zidane. Tu vois le Real comment il rame. Hein. Oui, mais c'est quand même compliqué. C'est quand même un contexte très très particulier. Non, mais Zidane Ils est n'ont plus arrivé en d'objectifs, disant ils n'ont moi plus je. d'ambition. Ouais, mais non, mais C'est compliqué. Là, on part de zéro. Non, Tu peux pas comparer, Robin. Là, non, mais franchement, c'est pas comparable non, du tout. moi je suis pas d'accord avec ça parce que Zidane revient. Normalement, ça doit être Ouais, l'électrochoc. pour une soi-disant motivation. Voilà, c'est ça. et il Ça y doit en être a- électrochoc pour que les joueurs, ok, se testent. hop, on est capable de. Ouais. Et
pour des compétiteurs comme ça, être battu, Il a dormi jusqu'à la fin de saison. être battu en championnat par telle équipe, être battu à domicile, etc. Pour moi, c'est pas un problème de motivation. Pour moi, c'est un réel problème dans l'animation de jeu. On voyait il se passait rien. Le fond de jeu, il était où? C'est difficile de motiver des joueurs. En plus, les saisons sont très longues. Ils enchaînent les saisons. Ils n'ont plus rien à gagner ni à perdre. Moi, je trouve ça un peu normal. Donc, moi, sincèrement, je ne serais pas trop inquiet par rapport à cette fin de saison. Moi, ce que je veux dire, que Zidane ne part pas complètement dans l'inconnu. Et moi, je pense qu'il saura, à mon avis, bâtir une équipe pour ambitionner gagner la Ligue des Champions. Je ne dis pas qu'ils vont y parvenir, parce que comme tu dis, effectivement, il faut une part de réussite. Mais je ne les vois pas, d'un point de vue talent et individuel et collectivement, je ne les vois pas vraiment inférieurs aux équipes de Ligue des Champions. Parce que tu parles de Real, mais je peux dire pareil pour Manchester City. City, pour l'instant, n'a pas prouvé qu'il peut gagner la Ligue des Champions. Tu seras d'accord avec moi. Donc, alors finalement, qui finalement a prouvé, à part Liverpool? Ben, voilà. Donc, moi je pense que... oui, donc... tu comprends? Moi, je pense qu'on ne peut jamais écarter... Je suis d'accord avec toi, ça reste un peu inconnu. Moi, je serais curieux de voir comment ils vont réagir après cette saison blanche. Mais a priori, je pense qu'on ne peut jamais écarter le Real comme potentiel vainqueur de la Ligue des Champions. Est-ce que le Real est dans le pot 2 dans le tirage? Oui, c'est vrai qu'il y a tellement de dimensions. Déjà ça, ils partent quand même avec un petit handicap. Non, mais ils terminent souvent deuxième. Dernièrement, ils ont terminé deuxième. Ouais, c'est vrai, ils ne donnent pas trop d'importance. En 2017, ils ont terminé deuxième. Ils terminent derrière Tottenham encore en 2018 et ils vont quand même la gagner. Je pense que 2017. L'importance au Real au niveau Ligue des Champions, au niveau de la première place, c'est le Real. C'est plutôt les adversaires qui doivent se méfier, quoi. Ils sont très très compétitifs. Oui, ça, les joueurs sont assis sur 2 à ce niveau-là. Ouais, effectivement. Lorsqu'ils terminent le deuxième en 2017, et puis ils rencontrent le PSG en huitième de finale. 2017-2018. Au moment du tirage, on pensait que le PSG, c'est un très bon tirage, le Real est en dessous de tout. Tu te souviens, maintenant, en championnat, ils avaient perdu 0-3 contre le Barça. Ils étaient peut-être à 15 points, à 12 points du titre. Et finalement, c'est complètement renversé. Et les joueurs ont su trouver cette motivation. Et c'est ça qui, pour moi, fait que le Real n'est jamais à écarter. Ce sont des vrais compétiteurs. Ouais, là, je suis d'accord. Effectivement, par rapport au championnat, je suis un peu sceptique pour la saison prochaine. Par rapport à la Ligue des Champions, certes, très difficile, mais ça reste quand même, je dirais donc, un candidat dangereux pour les autres équipes. Parce que sur une ou deux prestations, ils sont complètement capables. Oui, c'est sûr. Mais donc, le problème, c'est que c'est une ou deux prestations, ils vont devoir les réitérer à chaque tour. Et ça, moi, je les vois pas capables de le faire. Quand même, pendant 3 ans, je pense. Avec une part de réussite aussi. Hein. Oui, mais Ramos a fait une bêtise. Oui, mais il y avait quand même Cristiano Ronaldo qui était là et qui, pour moi, était un joueur. Il y aurait Eden Hazard, ça ici aussi. Ouais, mais ça va pas être la même chose. Ça va pas être la même chose. Ronaldo est capable. On l'a bien vu cette année encore sur le match retour contre l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid ne fait pas d'erreur, mais Ronaldo là, on sait rien faire, quoi. Il met 3 buts et il n'y a rien à faire. Oblak ne sait rien faire. Diego Godin ne sait rien faire. Il saute plus haut que tout le monde et boum, il marque, quoi. C'est pas hasard qu'il va le faire, ça. C'est pas hasard qu'il va venir marquer de la tête entre Diego Godin et Jiménez, quoi. Donc Godin ne sera plus là, donc ça. Il peut plus l'Inter. C'est vrai. Ouais. Non, mais enfin, mais le Real, il va quand même rester, je dirais donc, dangereux. Maintenant, effectivement, rééditer l'exploit, ça paraît quand même très difficile parce que, voilà, donc, déjà, je veux dire, donc, déjà, ce qu'ils ont fait, c'est déjà, un exploit, il faut l'avouer. Mais bon, il y a une part de réussite. Cela dit, et on en a déjà parlé donc, dans d'autres émissions, le potentiel des équipes concurrentes, je pense qu'il a en général baissé un petit peu chez tout le monde. Que ce soit le Barça, que ce soit le Bayern. Bayern surtout. Exactement. Donc, quelque part, la concurrence me paraît moins inaccessible qu'il y a 2-3 ans. Quoi. Donc voilà. Et c'est une des raisons pour laquelle peut-être Tottenham est en finale cette année aussi. Parce que justement, certains ont un peu baissé. Mais il faut dire qu'il y a une part de réussite. Par rapport à Tottenham, c'est un peu accident de parcours. Quoi. Bien donc sûr, il faut reconnaître que... La Rome était en demi-finale. C'était loin d'être en finale aussi. Hein, mais la Rome était en demi-finale. La saison précédente également. Donc voilà. Quand on voit tout ça, le Real peut très bien aller très loin encore. En Ligue des Champions, c'est un peu inconnu. Pourquoi ? Parce qu'il y aura une sorte de chamboulement dans les effectifs. Le mercato sera Liverpool, qui sera très actif, sauf Liverpool et City, je pense. City, effectivement, qui vont continuer sur leur lancée. Ces deux équipes-là, c'est clair, ce sont des équipes. Il faut en tenir compte pour la Ligue des Champions. Ce sont deux grands favoris. Mais à part ça, pour le reste, on parle beaucoup de changements. On ne sait pas comment les équipes vont se renforcer. Mais moi, je pense que
Zidane renforce son équipe dans la perspective également de gagner la Ligue des Champions. Je pense qu'il n'est pas rassasié avec cette Ligue des Champions. Non, pas du tout. Lui, justement, c'est maintenant, évident. justement, le Real, avec ce qu'ils ont, le trou qu'ils ont connu cette année-ci, justement, ça, peut-être ça va les remotiver complètement, quoi. Donc, il faut souvent, comme ça, un petit peu, donc, comme on dit, donc, faire un pas en arrière pour en faire deux devant, quoi. Donc, et c'est un petit peu ce qui va peut-être se passer cette année-ci. Maintenant, il y a aussi une autre équipe qu'on parle moins, et, enfin, si on en a beaucoup parlé de ça. En Ligue des Champions, Barcelone reste un candidat dangereux quand même, parce que, encore une fois, cette année-ci, c'est quand même éliminé pour pas grand-chose. Moi, je crois que ça sera l'objectif du pour Barça le l'année prochaine. Non, de Messi. Non, mais ça reste une équipe très dangereuse. Vous vous moquez, mais c'est parce qu'il y a eu ce match, raté cette deuxième mi-temps complètement raté à Liverpool, mais Il va reprendre le micro. Hein. il n'était pas aussi loin que ça, finalement. C'est vrai. Du tout, mais quand tu vois Non, quand on voit la finale, Ouais, ça mais va ça être se C'est Barcelone-Tottenham. Donc, ils étaient tout prêts. En fait, pour moi, c'était la finale. Barcelone-Liverpool, c'était la finale. Effectivement, ils l'ont perdu de manière assez méritée. J'ai Non, rien à mais dire à ça. on reviendra fin août après le tirage, je crois, parce qu'il y a tellement de choses à dire et qui vont se passer d'ici là. On va pas s'avancer sur les objectifs de chaque équipe, c'est trop risqué pour le crédit de notre émission, s'il vous plaît. Non. Bon, allez, on va terminer ici. Alors, ça va faire 1h30 qu'on tourne cette émission. Merci Antonio, merci Manu, merci Robin. Je répète que vous pouvez retrouver ce podcast sur le www.radiocharleking.be et sur la radio web de Charles King, Kitsch Radio, tous les dimanches à 20h. Merci pour votre écoute, pour votre visionnage et à très bientôt.